tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Épisode spécial aujourd'hui, puisqu'avec cet épisode, on fête déjà les 2 ans de Jumpscare. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oui, le Terrible tout, oui! Il y a 2 ans, le 26 avril précisément, sortait notre premier épisode sur Evil Dead Rise. Et nous voilà 2 ans plus tard, toujours en train de vous murmurer nos avis désastreux dans vos oreilles. Jumpscare, en 2 ans, c'est bientôt 90 épisodes, des centaines de milliers d'écoutes, des tonnes de guests issus du milieu de l'horreur, réalisateurs, réalisatrices, SFX artistes, français, américains, allemands, japonais, néerlandais même. Bref, ça suit sa route et ça part dans une direction qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 2 ans lors de notre premier épisode. Et ça, c'est grâce à vous, chers auditeurs et auditrices. Et bien que cette saison vous réserve encore bien des surprises, on s'est dit que pour fêter cet anniversaire comme il se doit, on allait parler d'un film les plus spammés dans nos mentions depuis nos débuts, une pierre angulaire du found footage. Que dis-je, une pierre fondatrice, même si, attention, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce n'est pas le premier found footage, c'est bien sûr le projet Blair Witch réalisé en 99 par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick. Cet épisode sort dans un contexte un peu particulier, car si vous connaissez l'équipe de Jumpscare, vous savez que 2 de nos chroniqueuses, Amélie et Mylène, sont programmatrices au Festival de cinéma lyonnais On vous ment, le tout premier festival en France consacré aux documentaires et au found footage, qui se tiendra dans quelques semaines du 6 au 11 mai à Lyon et Villeurbanne. Et si vous nous suivez sur les réseaux, vous êtes sûrement déjà au courant, la team Jumpscare sera présente pendant le festival pour une projection exceptionnelle de Ghostwatch. Ghostwatch, on en a déjà parlé dans le podcast de ce film, il s'agit d'un célèbre documentaire paranormal diffusé à la télévision britannique le soir d'Halloween 92, sans avertir qu'il s'agissait d'une fiction. Le film met en scène un talk-show sur le paranormal qui dégénère en direct évidemment, convainquant de nombreux spectateurs qu'ils assistaient à de véritables phénomènes paranormaux, un peu comme Late Night with the Devil, mais en vrai et en bien accessoirement. Cette projection sera suivie d'une discussion avec la réalisatrice Leslie Manning, qui sera présente pour une discussion animée par une partie de la team Jumpscare. Ça aura lieu le 8 mai au cinéma Le Zola à 20h30. Et puisqu'On vous ment nous invite à son festival, on a invité On vous ment chez nous, car après tout, on va évoquer l'un des plus grands found footage de l'histoire du cinéma. On reçoit donc le directeur du festival, Nicolas Landais. Bonjour. Comment ça va, Nico ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va très très bien. Très content de t'avoir une deuxième fois, puisque t'es déjà venu pour l'épisode Ghostwatch, mais j'étais pas là. C'est une très grosse édition du festival cette année, j'ai l'impression, là, il y a du beau monde. Ah, d'accord, donc avant c'était de la merde, c'est bon. Non. Au secours. Non, c'est bon, je pars. Je m'en vais comme un prince. Non, effectivement, c'est une édition, non, mais on essaye toujours de faire des trucs cool. Et cette année, comme d'hab, c'est de proposer des choses qui donnent envie et on a réussi à ramener pas mal de gens et de films qui nous plaisent cette année, donc on est très content de les faire découvrir aux gens. Bah oui, sachant que Ghostwatch, c'est un film que tu voulais passer déjà il y a un moment, il me semble. Oui, carrément. Depuis un moment, je voulais faire de toute façon les canulars télévisés et donc je me suis lancé un peu vu que c'est l'an prochain, c'est la 10e édition. Je voulais qui sera sur un gros thème. Je voulais avant ça avoir l'occasion de faire les canulars télévisés. Je pense qu'on y reviendra un jour ou l'autre sur une autre édition parce qu'il y en a beaucoup et voilà, en tout cas cette édition c'est la première pièce à l'édifice pour montrer de grands canulars télévisés. C'est vrai que Ghostwatch c'est assez musclé comme canular vu les dégâts qu'il a fait à l'audience anglaise. À côté de toi, on a évidemment tes 2 collègues, on a Amélie et Mylène qui sont programmatrices et qui sont bonsoir. Qui sont dans le dernier rush de programmation, en tout cas de ce que j'ai compris. Alors la programmation elle est terminée depuis un moment, pas la programmation, mais là on est dans les préparatifs. Le dernier rush de préparation de festival avec toute l'équipe des bénévoles d'ailleurs à qui on fait coucou. Oui, bonjour les bénévoles et du coup effectivement elles ont participé à voir plein de found footage longs et courts, dont des fois des catastrophes évidemment, mais ce serait pas un plaisir de programmer si on tombait pas des sur fois, la on daube. nous arnaque. On nous dit, regarde ce film, Mylène, ça parle de Scream, regarde-le. Et en plus, c'est vrai, mais c'est pas bon, voilà. Parlons-en vite fait, on a reçu un film qui paraissait parfait sur le papier. On reçoit une comédie, un peu documentaire sur un homme qui monte une comédie musicale sur Scream. J'ai vraiment cru qu'il se foutait de moi. Quand il me l'a dit, j'ai vraiment cru qu'il se foutait de moi. Et donc, je dis à Mylène, je suis en train j'ai lancé un des films qu'on a reçus.
et ça parle de ça. Elle fait mais tu te fiches de moi et tout. Non. Du coup, elle a lancé direct. Bon, ça se perd beaucoup ça part un peu de ce sujet au bout d'un moment et c'était pas ouf, mais il y avait de l'idée, c'est dommage. Il y avait matière. J'étais très déçue que ça me plaise pas parce que vraiment j'ai cru que un réalisateur avait fait ce film pour moi, mais en fait non, c'était de la merde. Et non, Mathieu, dis pas que justement il était pour moi parce que c'était de la merde. Je n'ai rien. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Après, est-ce que vous avez reçu l'habituel fournée de Fun Footage de Koji Shirashi qui en fait 5 par an? Ah non, Koji Shirashi, on en a pas eu cette année, mais on en programme un quand même. Oui. En carte blanche, il y a Feldup qui a choisi Noroi, donc il sauve l'honneur. Il y aura un Koji Shirashi à Envoûment parce qu'il y en a pratiquement tous les ans. Et un gros Koji Shirashi, puisque Noroi s'est musclé. Bah, le Koji Shirashi, on peut dire. Ouais. Donc, mais c'est déjà complet. Désolé, les gens. Mais on a plein de choses en compète qui sont très cool et des petits trucs un peu inconnus comme la bachata des Bionico. Voilà, donc regardez un peu la compétition. Solvent. Et d'ailleurs, il y a un film dont on reparlera plus tard, mais on a un film qui est un direct descendant de Blair Witch. Mais j'ai prévu de vous en parler un petit peu plus tard. Et ben voilà. Donc venez voir la compétition parce que effectivement, c'est des premières françaises et c'est peut-être la seule occasion de les voir en France au cinéma. Et venez à la soirée documentaire et paillettes de Mylène parce que ça va être. On anime avec Amélie. En même temps, donc venez voir la compétition. Non, venez nous voir nous parce qu'on sera en Miss avec du sang et des paillettes, ok? Bref, vous avez vu, il y a un combat de 2 séances. J'ai prévu la robe la plus courte de ma collection, si ça vous intéresse. Et tu vas à quelle soirée, du coup, faut préciser? Qu'est-ce que tu fais, ouais? Mystère. Comme ça, vous faites des entrées des deux côtés. Parce qu'il y a un des films en compétition que Amélie a très bien résumé en 2 mots. Solvent. Ah oui, c'est des nazis et dans les trous du pipi. Voilà, on n'en dira pas plus. Je vous dis juste ça, il y a Solvent, c'est un nazi dans le trou du pipi. À partir de ce moment-là, je peux pas en dire plus, mais venez, franchement, le film est vraiment bien. Je suis très heureuse de pas présenter ce film parce que, effectivement, à part pipi nazi, je serais incapable de le résumer. Écoutez, ça prend place du 6 au 11 mai. Dans tout Lyon, c'est plusieurs cinémas qui sont concernés? Le Comédia, donc c'est là où il y a les alus. Votre public de geeks boutonneux, fans de films d'horreur un peu bizarres, doit connaître. J'adore insulter les publics, hein, désolé. Je vous aime. C'est pour qu'ils viennent me frapper, donc faut qu'ils viennent au cinéma pour ça. Il y a au Zola, donc le Zola, c'est là où il y aura Ghostwatch, en présence de la réalisatrice Leslie Manning. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Mais c'est important. Si, je l'ai dit. Première fois qu'elle vient en France présenter Ghostwatch. Non, tu l'as pas dit. Tu as tort. Putain, je vais être horrible. Sachez que Nico, il est gentil dans la vraie vie. Hein. Il fait semblant. C'est un documentaire. Là. Je te crois, Romain. Donc le Zola, le Comédia et les cinémas Lumière. Et le Chromatique, le QG du festival, où il y aura plein de projections. Trop cool. On a oublié de parler d'un truc aussi. Les stickers. C'est la captation, alors les stickers c'est autre chose, mais la captation live de Deep Web Fantasia qui là pour le coup en fait va réunir et Bolchegeek et Pas comme Tellement comme d'habitude, mais en plus viennent s'ajouter Feldup et Al236. Voilà, donc les stickers, les 4 zinzins de YouTube dans une même pièce, je pense que ça mérite le détour. Ça sera au Chromatique juste avant la soirée paillettes. Je dis ça, je dis rien. Juste avant. Mais c'est complet aussi, donc désolé les gens. Ah merde. Ah oui, il faut venir aux opérations promo, ça. C'est bien, c'est cool. Super l'épisode promo. Tout ce festival que vous pouvez pas assister, du coup c'est top. À côté de toute la team Envoûment, c'est Lily. Bonsoir. Bien remise à ton anniversaire. Oui, c'était compliqué hein, parce que j'ai fait la fête pendant 3 jours. C'est toujours comme ça, c'est des longues festivités, tu sais. Tout Lyon s'y prépare. En même temps, on a 23 ans qu'une fois dans sa vie. T'as raison, bien sûr. On a Dario à côté, comment ça va? Ça va, je rentre du travail, donc je suis un peu fatigué, mais je sens que ça va être un épisode particulièrement mouvementé, donc j'ai hâte. Oui, t'es plus calme que la moyenne, ça fait un petit peu... mais ça fait du bien. Ouais. Parce qu'ils sont turbulents, les Lyonnais. D'ailleurs, à Lyon, on a aussi Mathieu, qui devait pas venir, mais qui est venu quand même, au final. Oui, j'avais besoin d'évacuer ma haine. Bonsoir. Oui, voilà, ça annonce un peu la couleur. Ça fait 2 ans, quoi, fallait que tout le monde soit là. Et exactement. J'ai oublié personne. Il reste évidemment moi, votre hôte tout-terrain, bien sûr, Romain du bistrot de l'horreur sur Filmo. Et nous voilà partis pour Blair Witch, premier du nom, mais pas que, puisqu'en deuxième partie d'émission, on évoquera les 2 énormes traces de pneus que sont Blair Witch 2 et 3.
Banger, tu t'es trompé, banger. Attendez, du coup vous avez pas parlé de l'autre film Blair Witch, tout le monde l'a oublié, tout le monde s'en fout. Curse of the Blair Witch. Bah oui, et qui est particulièrement important et qui est beaucoup plus dans l'or que les deux dopes dont vous avez parlé. Il me casse déjà les couilles. Quand je comptais en parler, du coup, dans ce que j'allais dire, mais super. Et ben, non, mais du coup, parfait, justement, je suis content que si t'en parles, ça sera parfait. Voilà. Non, si, je comptais l'évoquer parce que c'est dans les trucs un peu annexes autour du lore, etc. Je comptais quand même évoquer dans les 3 grands axes, le 1, le 2 et le 3, simplement parce que c'est les 3 grands axes de la franchise, et le documentaire est un peu plus oublié. Oui. Mais on va forcément en parler, tu pourras le placer de toute façon, c'est sûr. Pour rebondir au fait que Mylène, tu disais banger, Mylène, à chaque fois que tu diras des bêtises sur Blair Witch 2 dans cet épisode, je baisserai ta piste audio de 5 décibels. Balek, je m'en balek. T'es déjà à moins 15. Je m'en balek. On t'entend déjà plus. Je m'en balek. Moins J'ai 20. raison. On bat les couilles. The Blair Witch Project, c'est l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui partent tourner un documentaire sur une légende locale, la fameuse sorcière de Blair, dans les bois du Maryland. Caméra au point, ils s'enfoncent dans la forêt et disparaissent. Ce que le spectateur découvre, ce sont des images qu'ils ont laissées derrière eux. Plus le film avance et plus notre trio s'aventure dans la forêt, plus le malaise grandit. Bruit étrange, tension au sein du groupe, perte totale de repères, étrange totem formé avec des bâtons, un des membres du groupe disparaît en laissant derrière lui une dent ensanglantée, bref, plein de joie et de bonne humeur, jusqu'à un final glaçant devenu culte et que vous connaissez sûrement, car, mon Dieu, si vous n'avez pas déjà vu Blair Witch, fermez ce podcast tout de suite, car on va spoiler comme des gros gorés tout le long de l'épisode. Mais on imagine que la plupart d'entre vous connaissent bien le film, car quand Blair Witch sort en 99, c'est un véritable séisme dans le monde du cinéma d'horreur. Le film joue à fond la carte du réalisme avec une mise en scène ultra dépouillée et une esthétique de documentaire ultra amateur. Tout est tourné caméra avec une équipe de tournage très réduite et des acteurs qui improvisent presque entièrement tous les dialogues. Le tournage lui-même a été d'ailleurs éprouvant pour eux, puisque les comédiens étaient réellement envoyés dans la forêt pendant plusieurs jours avec très peu d'instructions. Résultat, c'est brut, c'est angoissant, et surtout ça a effrayé l'audience du festival de Sundance lors de sa première projection en séance de minuit, lançant une hype de plus en plus grandissante autour du film, accompagnée d'une campagne promotionnelle qui utilisait l'internet très rudimentaire de l'époque pour capter l'attention des gens en recherche d'histoires flippantes, avant même que le film sorte officiellement, puisque BlairWitch.com attirait déjà l'attention du public avant qu'on sache réellement que c'était un film. On trouvait des bribes d'informations sur la disparition des jeunes et un peu de lore autour de la fameuse légende de Blair. Et c'est cette promotion virale qui jouait avec le réel et qui élargissait l'univers du film et qui a fait en partie le succès du film et qui va aller jusqu'aux 250 millions de dollars au box-office mondial sur un budget qui situe apparemment entre 30 et 65 000 dollars, générant des tonnes de fan-films, des documentaires, de suites, un jeu vidéo et j'en passe, il y a même des romans, il me semble, pour les fans de found footage en roman. Je sais pas si ça existe. Nico, tu as eu l'occasion de parler avec les réalisateurs de Blair Witch. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur cette discussion et sur la genèse du projet ? Oui, je peux en parler plus ou moins brièvement, ça dépendra le temps qu'on a. T'inquiète, t'as le temps. Effectivement, j'ai très longuement interviewé Eduardo Sanchez. Alors c'est co-réalisé par Eduardo Sanchez et David Mirik. Cependant, la partie vraiment found footage, en vrai, elle est plutôt réalisée par Eduardo Sanchez. Alors, de quoi c'est parti le projet Blair Witch? Eh ben, 2 amis à Orlando qui font des courts-métrages, etc. Et ils vont voir un film. Ils vont voir La fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Ah putain. Banger. Quel enfer. Et eh ben c'est parce que c'est de la merde qu'ils ont fait Blair Witch finalement. Non, en fait ils se sont dit en sortant du film, ils se sont dit OK, c'était sympa. Ils se sont dit c'était sympa, OK, mais c'est pas un film d'horreur dans le sens où c'est pas un film qui fait peur du tout. Et ils se sont dit mais en fait il y a plus trop de films qui font peur en ce moment. Donc vers cette période-là, fin années 90 et donc c'est ça qui les a motivés à se lancer à faire un film qui fait vraiment peur. Donc ils vont chercher plein de cassettes Shining, tout ça, de l'Exorciste, de grands films d'horreur pour un peu s'inspirer. Est-ce qu'ils se sont inspirés de Cannibal Holocaust? Petite question là comme ça. Parmi ce qu'ils ont récupéré comme cassette, non? Ben pas du tout. Et ils ne connaissaient pas Cannibal Holocaust, mais pas du tout. Il y a quelques films un peu found footage qu'ils ont vu, mais très peu. Ils ont vu pas un found footage, mais ils ont vu un documentaire qui est Spinal Tap, évidemment, qu'ils connaissaient. Et il y avait à la rigueur The Legend of Bobby Creek,
donc un vieux film des années 70, partiellement faux docu, à la rigueur, tu vois, mais non. Par contre, qu'est-ce qui aurait pu inspirer? C'est qu'ils sont rappelés d'une série documentaire de l'étrange, une sorte de mystère de chez eux, mais plus vieux. C'est In Search of, qui est présenté et narré par Leonard Nimoy. Et donc ça, ils se rappellent de ça, ils se disent, mais c'est vrai que c'était super effrayant ça, mais est-ce que ça l'est toujours? Donc ils se louent des VHS de ça, ils en revoient et se disent, ouais, ok, c'est toujours effrayant, c'est un peu loufoque, voilà, c'est un peu goofy aussi d'une certaine manière, mais ça reste effrayant. Et donc ils ont eu cette idée-là, ils se sont dit, pourquoi on ferait pas une équipe de tournage qui va documentaire, qui va faire un épisode de In Search of et on retrouve leurs images. Donc c'est un peu ça le point de départ du projet Blair Witch et donc ils vont enquêter sur une légende et on retrouve leurs images. Donc à la base, le film devait pas du tout être comme ça. Le film devait être plus comme The Curse of Blair Witch. Ça devait être un documentaire qui intégrait des images fan footage, des images retrouvées, etc. Et donc c'était plutôt Eduardo Sanchez en charge de la partie fan footage. Alors, il y avait pas de mot fan footage à l'époque. C'était, donc tu l'as dit, c'est pas le premier fan footage. En fait, il y en a eu plein avant, entre guillemets. Évidemment, il y a des bribes il y a des morceaux de Cannibal Holocaust qui sont totalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du fan footage. Il y a des films moins connus comme The Macpherson Tapes qui date de 1989, film américain mais complètement fauché étudiant sur des extraterrestres, sur une famille qui se filme, un film de famille et un long métrage. Hein. Et il y a des événements UFO autour. C'est super fauché à la fin, t'as vraiment des extraterrestres et des gens en costume quoi. Mais du coup c'est vraiment du fan footage bien avant Blair, 10 ans avant Blair Witch par exemple. 10 ans avant. Et donc déjà 80, Cannibal Holocaust, tout ça, donc bref. Ça n'a pas inventé le genre. Par contre, effectivement, on n'appelait pas ça fan footage à l'époque. C'est né un peu avec le phénomène, le projet Blair Witch. Eux, ils appelaient ça des films à première personne, des POV. Donc par contre, ils ont eu cette envie, effectivement, cette idée de faire des séquences POV avec des personnages qui se filment, etc. Alors j'ai noté plein de choses intéressantes. Je peux vous les balancer. Et puis voilà, ça sera ma sorte d'analyse, mais c'est pas vraiment une analyse, c'est plus des points de réflexion que j'ai eu en regardant le film et dont j'ai pu parler un peu avec le réalisateur. Déjà, moi, je trouve que c'est un truc intéressant et qui est pas tellement une volonté ultra pensée, etc., mais c'est que le film, et ça on l'oublie souvent un peu dans l'imaginaire, c'est que il est en numérique, oui, mais il est aussi en pellicule et en 16 mm noir et blanc. Ah oui. Ça, c'est des vraies séquences en pellicule qui ont été tournées. Et donc en fait ce film qui symbolise tant l'arrivée du cinéma numérique quelque part, c'est un film qui déjà parle d'une certaine manière du rapport pellicule et image numérique, etc. Donc analogique. Donc ils portent vraiment ce truc-là. Eux ils l'ont fait. Ils avaient Heather, l'actrice, elle avait réussi à réunir $1000 pour acheter de la pellicule. Ils sont bien vus que alors ils ont choisi noir et blanc parce que c'était moins cher en 16 mm. Donc c'est juste parce que c'était moins cher. Et ils ont bien vu qu'ils allaient potentiellement pas avoir assez de matière. Et donc t'as Greg, leur producteur, qui leur proposait d'utiliser un caméscope pour filmer les coulisses. Donc ils se sont dit que c'était une très bonne idée et ils ont acheté 2 caméscopes Hi8 à $500. Et ils se sont dit que voilà, ils les ont donnés aux acteurs, ils ont dit filmez tout. Et donc ça c'est parti ce truc-là. Moi ce que je trouve intéressant effectivement, c'est le côté donc cette espèce de dichotomie numérique, pellicule, etc. que porte le film de manière pas tant volontaire à la base, mais ça crée un peu ce discours et je trouve que c'est très signifiant. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la physicalité de la caméra. Et ça, c'est pas tant utilisé même de nos jours dans le fan footage. C'est un des films qui a le plus matérialisé sa caméra au possible, et on va toucher les marshmallows avec l'objectif de la caméra. En fait, il y a un truc très décomplexé. Ils vont filmer le banal, les courses et l'intime, les poils de torse mal éparpillés sur le mec. Et donc les réalisateurs voulaient que ça soit très réaliste. Et dans cette optique, les personnages sont des étudiants, donc ils se filment eux-mêmes. Et ça crée quelque chose de très libérateur et amateur, très décomplexé du coup dans la façon de filmer. Les réalisateurs pensaient pas que ça allait sortir dans plein de salles, enfin que ça allait être un film qui allait être autant distribué et même que ça allait passer tellement dans des salles de cinéma. Donc le Eduardo, il dit lui-même, il se met au fond de la salle quand il va voir le film parce que ça lui donne un peu le tournis. Autre truc que je trouve intéressant, c'est que c'est un film. Alors c'est bien sûr un film qui voulait avec une fin surnaturelle, un film surnaturel. Mais aussi, finalement, c'est un film juste sur des gens qui se perdent et sur un phénomène qui est bien réel et ancré dans le réel.
Et donc on suit vraiment des gens qui sont qui vivent cette espèce de désespoir psychologique qui s'ensuit. Et un truc dont je reparle à Amélie que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'affiche et la séquence la plus connue du film, le moment si reconnu qui a été beaucoup parodié, etc., que beaucoup de gens voient comme un moment de film d'horreur important. C'est un moment pas du tout d'horreur, c'est un moment de désespoir où un personnage qui va mourir se livre et fait un testament vidéo. C'est un moment vraiment triste. Je trouve que c'est vraiment en décalage un peu avec l'imaginaire qu'on a de cette image. Voilà. Aussi c'est un film, tu l'as dit, qui a été tourné d'une certaine manière, mais en fait ce qui est si intéressant, c'est que c'est vraiment une façon totalement expérimentale de faire un film qu'ils ont fait, dont sont sortis avec 22 heures d'images tournées. Au début, ils en ont fait un montage de 2h30 pour montrer à des amis, des producteurs et tout. Et après, ils l'ont réduit donc à 1h21. C'est un film qui a été tourné en temps réel sur 8 jours. Ils ont trouvé 3 acteurs qu'ils ont choisi notamment parce qu'ils avaient une très bonne alchimie entre eux, ce qui était vraiment important pour la suite du film. Et donc, ils avaient l'envie de très peu les diriger le moins possible et de vraiment interagir le moins possible avec les acteurs. Ils étaient partis un peu pour un peu les lâcher des fois dans la forêt et leur donner très peu d'indications. Mais encore Greg, le producteur, en fait, leur a dit pourquoi ne pas les laisser dehors tout le temps pendant 8 jours. Le connard. Et les guider avec des appareils GPS. En fait, Greg, il avait fait l'armée, il avait connu lui-même des entraînements où ils étaient lâchés comme ça au milieu de nulle part, il devait faire une mission et se débrouiller et donc en fait, il a mis à profit cette connaissance-là et donc il leur a proposé de faire la même chose. Du coup, ils se sont dit si les acteurs sont d'accord, faisons ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait et donc ils étaient guidés par un GPS tenu par Iver et ils avaient des points précis à atteindre. Il y avait notamment à des endroits il y avait des piles de vêtements, de nourriture, des notes de réalisation et ce genre de choses qu'ils attendaient. Voilà, il y avait tout un protocole mis en place avec même des lieux où pouvaient se rapatrier si vraiment s'il y avait des problèmes. Et donc les notes de réalisation, c'est Eduardo lui-même du coup qui était plus en charge de cette partie qui les écrivait et il les mettait à la première personne comme si c'était les pensées des personnages. Donc les acteurs n'avaient aucun dialogue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc c'est un tournage où les réalisateurs n'étaient pas sur leur tournage. C'est quand même assez unique ça. T'as vraiment un long métrage où les réalisateurs n'étaient pas sur le tournage. Il y a eu 3 moments où ils sont intervenus et c'est tout. Donc les notes, c'est genre Heather ne sait pas où elle va et la carte. Que dit la carte? Qu'est-ce que vous allez faire? Marchez par là. Votre vie est en suspense à cause de ça. Vous devez partir d'ici. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez plus de piles. Tu es fatigué. Tu ne peux plus dormir dans cet temps. C'était vraiment des indications un peu comme ça qu'il leur lançait. Oui, le chat. Et donc, par exemple, ça a donné... oui, t'as raison, chat. Je parle longtemps. Ça donnait des heureux accidents, notamment que Mike jette la carte dans le ruisseau. Ça, c'était pas du tout prévu au scénario. Et ça s'est fait par accident. Il leur a caché. En fait, ils étaient livrés eux-mêmes avec leurs personnages et les actions. Et donc ça, ce souci qui est apparu, il a dû le gérer et l'intégrer un peu dans le film, l'acteur. Et donc eux, les réalisateurs, ils découvraient les images, donc ils étaient trop contents. Ils étaient fascinés par ce que ça donnait. Les réalisateurs allaient sur place, mais dans la nuit, ils jouaient à la sorcière. Ceux qui allaient jouer à la sorcière, ceux qui l'attendent, jouer avec lancer des sons étranges. Ils ont même testé un truc de un moment quand ils courent dans la forêt, de faire courir à côté d'eux un mec en blanc. Et en fait, voit pas au final. Qu'on voit pas, ça rendait moche et que ça marchait pas. Voilà. Sinon, je voulais aussi noter, j'en ai parlé souvent, Mathieu, que le film intègre une mécanique de survival, pas jusqu'au bout, hein, certes, mais ça intègre des éléments comme ils s'arrêtent dans un village, il y a les légendes, ils vont pas écouter les gens du coin sur les légendes, ils vont se perdre dans la forêt. Enfin bref, ça se transforme de toute façon effectivement en un film de survie. Est-ce que ça en est un survival à propos en parler? Effectivement, ça peut vraiment porter à débat. Mais en tout cas, c'est un des ingrédients de survival, ça c'est plutôt intéressant. Et un autre discours. Est-ce que c'est de la folk horror du coup? Effectivement, c'est dans mes notes aussi. Pour moi, ça rentre dans la folk horror. Ouais. Et en fait, tu vois, il y a vraiment des choses qui se croisent, le survival, la folk horror, le faux documentaire. T'as un discours sur la caïma, je trouve super intéressant, qui apparaît dans le film, notamment par le dialogue, qui est sûrement improvisé par un acteur,
ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est comme une réalité filtrée. Et ça c'est intéressant parce que Eduardo il m'a dit qu'il a dû en parler aux acteurs, mais il est plus trop sûr, mais que lui c'est quelque chose qui l'a marqué. Quand il avait 17-18 ans, il a filmé l'accouchement de sa sœur et en fait, il s'est rendu compte à ce moment-là que il y avait une espèce de distance et de dissociation quand on filme quelque chose avec la réalité de ce qui se passe. Et bref, c'est vraiment que ça se retrouve dans les dialogues un peu comme ça, jetés par les acteurs. Et voilà, j'arrive vers la fin, mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai film d'horreur aussi, avec un univers horrifique très construit, avec une vraie mythologie qui a été vraiment travaillée au début, qui a été après au niveau de leur blog, ils en ont rajouté après, mais ça, ils ont continué d'en rajouter. C'est un film assez collaboratif, donc il y a pas que les deux réalisateurs qui ont rajouté leur pierre à l'édifice. Vous avez vu avec Greg et d'autres personnes, et donc qui construit une vraie mythologie pensée donc pour le faux documentaire global qui devait exister et qu'on retrouve évidemment dans le film final. Donc parce qu'en fait c'est juste avant Sundance, ils ont décidé de virer toute la partie faux docu. Ça s'est joué de pas grand chose. Ils essayaient de mélanger les deux parties, documentaire, faux documentaire et les images retrouvées des jeunes. Ils avaient vraiment pas vraiment à trouver quelque chose qui leur plaisait, donc ils ont viré toute la partie documentaire et donc ça donnait le projet Blair Witch qui s'en est suivi et voilà. Mais en tout cas c'est pas le premier fun footage, mais c'est vraiment le game changer absolu du genre. Je pense on peut au moins s'accorder à dire ça. Oui, voilà, clairement. je finis mon tunnel. Mais c'est un très beau tunnel. Sachant qu'en effet, t'as parlé du documentaire qu'ils ont fait avant, qui est sorti quelques semaines avant, c'est Curse of the Blair Witch, qui est la version qu'ils ont sortie un peu partout, et c'est ça qui a aussi lancé, je pense, cette paranoïa des gens qui pensaient que c'était réel, Blair Witch. Ça, c'est le coup de génie qu'ils ont eu. Oui, carrément. Amélie, toi de ton côté, j'ai noté. Est-ce que tu connaissais Blair Witch? Question extrêmement conne. Oui. Oui, tu connaissais Blair Witch? Oui, je connaissais Blair Witch un petit peu, oui. Jean-Michel Animation de podcast. Bien sûr. En plus, moi, j'étais trop jeune pour le voir à sa sortie, mais je me rappelais que tout le monde en parlait. Hein. Genre vraiment, ça s'échangeait la cassette sous le manteau à cette époque. En tout cas, dans ma famille, tout le monde s'est passé la cassette, la VHS. Mais oui, j'ai vu Blair Witch après, je l'ai vu plein de fois. Et d'ailleurs, c'est un film... effectivement, tu parlais de game changer, Nicolas. On sait tous les trois que chaque année, à Envoûment, on reçoit des projets Blair Witch. Même 20 ans après, le film a encore une influence dans le fan footage qui est que presque tous les ans, que ce soit en long ou en court, je vais même dire tous les ans, on a des films qui, de près ou de loin, s'inspirent de l'ambiance et du concept de projet Blair Witch. Mais y a une autre raison à ça, c'est qu'on a l'impression que faire projet Blair Witch, c'est très facile. Qu'il suffit de 2 caméras et 3 cons dans une forêt pour faire projet Blair Witch. Et en fait, pas du tout. Parce que, comme tu l'as dit, Nicolas, ce film, il est à la limite du cinéma expérimental. En tout cas, c'est un film qui a un high concept qui est très simple. C'est si 3 étudiants partaient vraiment filmer un documentaire dans la forêt et qui se perdaient, qu'est-ce qu'ils auraient ramené comme film? Et ça implique tous les moments où il se passe pas grand-chose, tous les moments où ils s'engueulent, tous les moments d'impro. Et en fait, il y a un truc que j'admire énormément chez Blair Witch, c'est qu'il tient à son concept et il ne fait aucune concession sur son concept et il ne cède pas aux envies de réalisation. C'est-à-dire que par exemple, il y a des films comme Rec, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais pour d'autres raisons, qui est un fan footage. Rec cède aux envies de mise en scène, c'est-à-dire que à la caméra, le personnage passe devant, le zombie derrière a disparu, où est-elle, machin. Même le panoramique à la fin dans le grenier pour découvrir la créature, on sent que c'est un cadrage et un mouvement de caméra qui est extrêmement réfléchi et qui est fait pour provoquer de l'angoisse, du jumpscare, du suspense. Voilà, donc Rec est quand même, pour un fan footage, je prends Rec par exemple parce qu'il m'est venu comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Malgré leur côté fan footage, ils sont extrêmement écrits et extrêmement construits. Ce qui n'est pas du tout le cas de Blair Witch. C'est-à-dire que Blair Witch, je pense vraiment que les acteurs, ils avaient, comme tu l'as dit Nico, très peu d'intention, de précision et qui filmaient un peu comme ça venait. Et ça se voit qu'il n'y a pas de cadrage, c'est filmé comme vraiment des gens qui marchent dans la forêt se filmeraient. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup dans Blair Witch, c'est qu'il ne cède pas à des envies de mettre des créatures, à mettre des jumpscares, à mettre
en fait, tout l'attirail du cinéma horrifique qui pourrait être à sa disposition. Par exemple, Blair Witch 3 le fait beaucoup. Beaucoup de jumpscares dans Blair Witch 3. Beaucoup trop. Mais, beaucoup trop, oui, il y en a toutes les 10 secondes, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, Blair Witch assume pleinement d'être un film qui n'est parfois pas divertissant, où on se fait un peu chier. Mais en fait, il faut accrocher avec le concept, quoi. Et moi, j'admire, on va dire, cette pureté du truc, où on se dit, effectivement, ça, c'est comme ça qu'on fait notre film, c'est comme ça qu'on le veut. Et c'est incroyable, ça a marché. Les gens ont été pris par Blair Witch, malgré son côté parfois très anti-spectaculaire. Il se passe pas grand-chose. Il y a une chemise déchirée avec 3 gouttes de sang dedans, et ils ont fait des petits bonhommes bâtons qui sont devenus iconiques, d'ailleurs, parce que tu peux juste mettre la silhouette du bonhomme bâton, tout le monde sait que c'est Blair Witch. C'est incroyable, ça a super bien marché. Pourtant, c'est des bâtons avec de la ficelle. Et en fait, moi, je suis très impressionnée par ça. Moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui tiennent à leur concept et qui craquent pas, qui cèdent pas. Et c'est pour ça que j'aime bien Blair Witch. C'est-à-dire que même la fin dans la maison... j'ai revu Blair Witch 3 hier, où il y a exactement la même scène où il se court après dans la maison. Déjà, ça dure 4 plombes. Et le mouvement de caméra, la façon dont c'est filmé est complètement différente. Par exemple, dans Blair Witch 3, alors que c'est le même principe. Mais Blair Witch 2 et ce mec contre le mur à la fin, c'est devenu pareil, une image emblématique du cinéma. Et qui a lancé après tout un tas de fan footage, des bons, des moins bons. Mais en tout cas, aujourd'hui encore, on reçoit à Envoûment des gens qui tentent de faire projet Blair Witch. Et d'ailleurs, avec plus ou moins de réussite. Si je peux juste rebondir 2 secondes, petit message à ceux qui veulent faire du fan footage. D'ailleurs, on n'en a jamais en France, très peu, par des trucs pas fous. Sauf Sorgel Prakov qui est très cool. Et c'est un peu des leçons de Blair Witch, c'est allez-y à fond dans un concept, dans ce concept-là expérimental, parce que pour que ça réussisse mieux, c'est comme ça. Laissez beaucoup de place à l'improvisation. Ne soyez pas feignants. Tu l'as dit, Amélie, c'est pas facile de faire un vrai bon fan footage. Ça a l'air facile, mais ça, c'est un piège à con. Tous les gens qui ont essayé de faire des fan footage en étant feignants, ça a donné de la merde. Et en fait, ceux qui sont vraiment donnés dans le concept, c'est pour ça que je citais du coup Sorgel Prakov, ben ça marche. Et ça peut être vraiment très cool. Donc faites pas ça à moitié, faut y aller à fond, faut pas être feignant, faut créer un univers, enfin voilà. C'est pas parce que ça a l'air... On peut le faire avec peu de sous, mais c'est pas pour autant que c'est facile et qu'il faut être narrativement et dans le tournage et dans toute la mise en place feignant. Faut tenter vraiment des trucs et ça peut vraiment payer. Surtout que soyez pas feignants, parce que nous, ces films de merde, après, faut qu'on les regarde. Donc, des fois, c'est compliqué. et vraiment, des fois, quand c'est 50 films comme ça, c'est très compliqué. Mais juste pour que les gens comprennent, vous matez combien de films pour chaque édition du festival ? Ça va, franchement. En cours, là, cette année, j'ai dû en regarder peut-être pas 80, un truc comme ça. En cours, j'en ai vu au moins 80. En long, on en a bien une centaine. Mais... En long, on en a vu... Ouais, mais moi, j'ai dû en regarder 20, 30, entre 20 et 30, je crois, des longs. On se partage aussi les trucs pour pas... Oui, voilà, quand c'est vraiment nul, par exemple, ou que c'est pas un vrai fan footage ou pas un vrai documentaire, on dit tout de suite dans le fichier, ça, c'est pas la peine de regarder, en fait, perdez pas du temps. Oui. Il y a juste Mylène qui les récupère pour sa collection perso, mais c'est tout. C'est faux, mais une année, on a eu un super faux docu sur le slasher, c'était trop bien. C'était mon meilleur moment de ma vie. Oui, c'est vrai. Mais Nico en regarde beaucoup. Hein. Nico en regarde plus que nous, je pense. Quoique Mylène, quand elle s'y met... Moi, je fais des rides, mais plus sur les longs métrages. Je suis moins court, et du coup, c'est vrai qu'en général, les longs, je les ai tous vus. C'est souvent moi qui dis ça marche pas, c'est pas dedans. Ou Nico qui me dit attends, je suis seule à l'avoir vu, tu peux le voir. Mais les cours, c'est souvent que je squeeze un peu les cours. Et c'est vrai que toi, tu as ce talent de pouvoir t'engouffrer des franchises entières de films à la journée. Ce qui est un super pouvoir, pour de vrai. Parce que nous, enfin, là, vous dites, vous avez vraiment dit genre, 30 films, ça passe, à l'instant. Pour le commun des mortels. Oui, mais on les regarde sur plusieurs mois quand même, hein. C'est pas... Oui, d'accord, ok. Je me suis dit, c'est pour 2-3 semaines, un mois, ou tout ça. Parce que j'ai flippé. Non, des fois, c'est vers la fin, on a des rushs. Et en vrai, en général, c'est quand même très, très cool. Mais c'est vrai que des fois, suivant des années, on a certaines thématiques qui se répètent beaucoup. Et quand on reçoit plein de films avec des nazis, ou plein de films avec Donald Trump, ou des fois, c'est un peu redondant. Ou les backrooms. Ou les backrooms, ouais. Les backrooms. Parce qu'il y a eu la mode des backrooms récemment. Bah ouais, bien sûr, ça doit être trop lourd. Lily, dis-nous tout, toi, Blair Witch.
Alors moi, j'ai un rapport très personnel à Blair Witch parce que c'est un de mes films préférés de tous les temps. Parce que j'ai déjà raconté l'anecdote dans notre épisode sur Ghostwatch, donc je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Mais pour faire simple, le projet Blair Witch, c'est le tout premier film d'horreur que j'ai vu toute seule, chez moi dans le noir, en cachette quand mes parents étaient pas là. Et j'ai été tellement pétrifiée et terrifiée à la fin du film que j'avais peur de traverser le salon dans le noir pour rallumer la lumière. Je me souviens que j'ai même chopé mon chien pour me rassurer, comme s'il allait pouvoir attaquer la sorcière de Blair planquée sous le canapé, alors que c'était un petit bichon de 4 kilos tout mouillé, tu vois. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, c'est comme si j'allais jeter le chien sur la sorcière. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ma réception de ce film, c'est que bien qu'il avait déjà quelques années au compteur quand je l'ai vu, à ce moment-là, le site officiel blairwitch.com était toujours en ligne et le marketing a très très bien fonctionné sur moi, puisque quand j'ai vu le film, moi j'ai cru que c'était vrai, que ces gens avaient vraiment disparu et qu'on avait mis leur film à disposition du public pour essayer de retrouver les témoins et aider à les retrouver, comme le sous-entendait le site à l'époque. Le site qui proposait d'ailleurs des faux documents inédits dans le film, dont des photos d'affaires retrouvées, des extraits vidéo et sonores. Il y avait aussi des pages du journal 10 heures retrouvées dans la forêt. Et au-delà du fait que j'étais une ado très crédule, le projet Blair Witch, c'était une expérience encore assez inédite à l'époque, parce que c'est un des premiers ARG. C'est pas vraiment un ARG en fait, parce que parce que non seulement on avait un film qui paraissait réellement amateur, mais aussi tout cet ensemble de documents assez réalistes, et donc ce n'était pas qu'un film, c'était une sorte de fiction déclinée sur différents supports et médias, dont des supports internet, ce qui était encore assez novateur à l'époque et qui a même dépassé les créateurs, et c'est pour ça que c'est pas tout à fait un ARG, puisque c'est le public qui spontanément va se mettre à enquêter en amateur. C'était pas du tout une volonté que les gens fassent ça pour c'est les réals n'ont pas mis les gens sur des pistes. C'est le public de lui-même qui va se mettre à enquêter en amateur, qui va se mettre à publier ses propres sites, ses propres théories, reporter des témoignages paranormaux ou plus réalistes sur des gens qui pensent avoir vu machin et truc dans le coin de la forêt, quoi. Et donc, le public de Blair Witch va contribuer lui-même à l'histoire et à la mythologie autour du film. Et ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que c'est certainement la première et la dernière fois qu'on aura vécu ça. Puisqu'aujourd'hui, comme on connaît ce genre de logique marketing, et bien que Blair Witch lui-même ne soit pas un ARG à proprement parler, quand une prod de nos jours, elle veut lancer un ARG autour d'un film, les internautes, ils finissent toujours par deviner le truc. Donc, à mon sens, le projet Blair Witch est et restera assez unique dans son genre, et aussi dans son projet marketing. Mais après, au-delà de ça, je pense que si la mayonnaise prend, parce qu'on n'a plus, maintenant on sait de nos jours, quoi. Si la mayonnaise prend et que ce film continue à terrifier des gamins de nos jours, c'est parce que c'est un très bon fun footage dans sa forme la plus pure, comme l'a dit Amélie, parce que sur la forme, il est simple et basique, quoi. On a un truc tout simple et sans effet, et il faut faire un gros effort pour suspendre son incrédulité pour y croire. Et c'est aussi ce qui fait que beaucoup n'y adhèrent pas, parce que le projet Blair Witch, sans toute la mythologie autour, on dirait quand même le film de vacances de tes cousins teufeurs qui prennent des gros tasses, quoi. Donc je comprends qu'on n'y adhère pas, mais c'est aussi sa grande force, comme l'a souligné Amélie, parce que comme on l'a dit dans l'épisode sur Savageland, c'est pas si simple de produire un faux document crédible, et Blair Witch il l'est à 100%. C'est aussi une histoire de budget, mais il a compris qu'il fallait être parfaitement anti-spectaculaire pour que ça fonctionne, qu'il fallait toujours rester sur la tangente réaliste et ne faire que suggérer le paranormal, parce que finalement dans Blair Witch on a des éléments horrifiques assez simples, comme l'a dit Amélie encore une fois, donc à savoir les petits tas de cailloux devant la tente. Alors moi ça m'avait terrifié la première fois, les stickmen dont a parlé aussi Amélie, et il y a la géographie de la maison à la toute fin du film, on comprend pas vraiment la configuration des lieux, et ça tient simplement à la manière dont on filme, et on comprend pas non plus la provenance des sons, donc là ça ajoute au fantastique et au paranormal, mais tout ça marche parce qu'on nous a enfermés dans une forêt
un lieu banal où on s'est perdu, on a perdu nos repères en fait en même temps que les personnages et on a progressivement perdu des ressources avec eux comme de la bouffe, une carte, une chaussure, voilà. Et on comprend pas pourquoi en fait en tant que spectateur, pourquoi on n'arrive pas à sortir de ce lieu pourtant ouvert. C'est ça qui est très fort, je trouve, et c'est ce qui va créer une tension et mettre nos nerfs suffisamment à vif pour que ces petits éléments créent l'inquiétude et la peur aussi par l'inexplicable, ce qui est je trouve assez remarquable pour peu qu'on accepte de croire à cette disparition mais mystérieuse. Si bien que, perso, alors moi j'adore le fun footage, mais même si je trouve ça très fun, j'ai rarement le même frisson qu'avec Blair Witch parce que il y en a assez peu finalement qui acceptent de ne pas bercer dans le fantastique et le spectaculaire. Et c'est ce qui rend à mon sens la saga Paranormal Activity assez insupportable. En même temps, je les comprends parce que c'est compliqué de passer après Blair Witch et de renouveler le concept. Ce qui fait, encore une fois, que je le trouve assez unique dans son genre, quoi. Et d'ailleurs, ils voulaient vraiment avoir ce côté film de famille, comme ils disaient. C'est qu'il y avait une vraie, ils avaient conscience qu'il y avait une très grande différence entre un film hollywoodien et un film de famille. Et eux, ils voulaient que ça soit plus du côté du film de famille, leurs images qui tournaient. Et ça, c'est exactement ça, quoi. On a l'avantage, l'honneur même d'avoir quelqu'un qui n'avait pas vu Blair Witch avec nous aujourd'hui. Dario. Il était pas né, non? Premier visionnage. Une fois n'est pas coutume. Ouais, non, mais alors pour le coup, je trouve ça vachement intéressant pour voir en fait si Blair Witch marche encore de point de vue de quelqu'un qui le découvre en 2025. Premier degré. Alors après, je le découvrais pas totalement parce que c'est un film qui est devenu cultissime en fait. Oui. Rien que on parlait justement de ce moment où elle se confesse, Heather, c'est l'affiche du film, c'est l'image que tu retiens du film, le mec face au mur dans un coin, etc. Ça fait partie de l'imaginaire en fait collectif, juste du cinéma en général, pas juste du cinéma d'horreur. Donc le film, je le connaissais plus ou moins, je l'avais jamais maté, tu vois, mais je le connais en soi le film. Par contre, j'ai un regret avec ce film, c'est que j'aurais adoré le découvrir un peu comme Lily, c'est-à-dire on me file un DivX au collège en mode putain mec, je suis tombé sur un documentaire, un truc vraiment, j'aurais adoré, je pense que j'y aurais cru vraiment. Que ces gars-là, c'est des vrais mecs qui sont perdus dans la forêt. On a juste retrouvé vite fait des trucs et ça m'aurait terrorisé, je pense. Donc, c'est mon seul regret, mais je pense que c'est le regret de tous les gens qui regardent Blair Witch en connaissance de cause. Et du coup, Blair Witch, ça va un peu faire écho à ce que j'avais déjà dit dans des épisodes comme Ghostwatch ou comme l'épisode sur American Movie, sur le documentaire. Il y a une vibe, en fait, qui me parle, moi, c'est-à-dire cette fin des années 90, ce côté un peu... American Movie, Clerks, voilà le HI8, le caméscope là, j'en ai acheté un l'été dernier. Bon, je l'ai payé 20 balles, moi je l'ai pas payé $500, mais voilà, c'est une texture en fait d'image qui me plaît beaucoup. Le 16 mm aussi, en noir et blanc, pareil, ça rappelle Clerks et tout. J'aime beaucoup, donc déjà de base le film il me drague un petit peu. Là où je pourrais pinailler, hein, si on veut pinailler, c'est que par exemple, il est jamais aussi flippant que Ghostwatch, je trouve, mais parce que du coup le film est constamment aussi dans l'économie de moyens, ça se passe beaucoup par le hors-champ et le son, là où Ghostwatch de temps en temps il y a quand même des apparitions, des choses comme ça, mais c'est aussi encore une fois parce que l'imaginaire en fait de Blair Witch a dépassé totalement le film, et en fait ce que je disais en préambule, c'est qu'on connaît le film sans l'avoir vu. Et juste, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Amélie, parce que je trouve ça hyper intéressant, c'est ce que j'avais noté aussi. En fait, le concept du film, je pense qu'on va tous être d'accord, hein, le concept du film est genre 1000 fois supérieur au budget qu'a le film. C'est-à-dire que c'est un film qui met en avant tout le concept plutôt que les moyens du film. Et quand je dis moyens, c'est vraiment moyens pécuniers. Et ça a été... Ça a mis un espèce d'étalon un peu inatteignable dans le found footage, et on s'en rend compte vraiment, même en 2025, quand tu vois ce film, tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a un truc, une étincelle qui est hyper dur à retrouver. Un petit peu, alors dans une moindre mesure quand même, mais un peu comme Massacre à la tronçonneuse, quoi. Il y a un truc où c'est c'est matriciel. Ouais, voilà, il y a un truc... c'est l'éclair dans une bouteille, quoi, comme on dit, c'est genre... c'est vraiment le bon jour, la bonne heure, sinon ça ne marche pas du tout. Et là, pour le coup, Blair Witch, il a eu la chance, et en même temps, il a eu la chance d'avoir des gens concernés, comme tu le disais, Nico, quand tu encourages les gens à faire des trucs dans lesquels ils s'investissent. Là, on sent que les gens se sont investis. Et ce qui est fantastique, du coup, avec Blair Witch, c'est que le film, il est
il est un petit peu le fruit d'une époque et en même temps il est visionnaire, j'ose le dire. J'ose le dire. Tu peux le dire, je pense. En 99, c'est pas encore la mode des téléréalités, tout ça, quoi. Ça commence à venir, mais je trouve que Blair Witch, il y a un côté un peu télé-réalité déjà parce que il y a un côté conceptuel très fort où c'est quasiment vraiment une télé-réalité, mais la vraie télé-réalité, quoi, pas les trucs genre Secret Story ou des trucs comme ça, quoi. La vraie télé-réalité d'enfermement, sauf que c'est dans une forêt. Et je trouve qu'il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre du plaisir, entre guillemets, à regarder le film parce qu'on voit en fait des réalisateurs faire un truc plutôt que voir des personnages vivre des choses. Je sais pas si c'est super clair ce que je dis. Et c'est-à-dire qu'au début des années 2000, là où la télé-réalité commence à prendre ses marques, en fait, Blair Witch c'était déjà ça, puisque les réalisateurs, ils ont laissé 3 acteurs avec des caméras dans une forêt pendant 8 jours. Et ils leur ont donné genre 2-3 lignes de dialogue, enfin des intentions plutôt, pour leur dire ce jour-là t'es pas content parce que t'as plus de clope, quoi. Et il y a vraiment tu sens que les acteurs, en fait, soit c'est vraiment les meilleurs acteurs du monde, soit ils sont juste agacés, en fait, mais en même temps c'est normal, hein, au bout d'une semaine dans une forêt, tu dors par terre, t'es fatigué, tu vois, genre t'es mouillé toute la journée, forcément tu pètes des câbles. Et c'est là aussi où le film est trop bien, parce que tu vois que les moments justement joués ne sont pas joués, c'est vraiment juste des gens qui sont à bout, en fait, à bout de nerfs. Et ça donne un film assez particulier, parce que comme le disait Nico, c'est que les réalisateurs étaient pas sur le tournage, en fait. Du coup, les réalisateurs l'ont monté comme un vrai documentaire. Il y a beaucoup de monteurs de documentaires qui reçoivent juste des rushs et ils leur disent monte le truc, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un côté très vraisemblable aux images qu'on voit et à la façon dont c'est monté. Moi, vous l'aurez compris, j'ai bien aimé le film et c'est pas moi qui vais cracher dessus ce soir, donc c'est assez fou. C'est la surprise. C'est la surprise. Et ce qui est aussi fou, c'est-à-dire que le film, pour moi, est le produit de son époque, mais est encore valable en 2025, parce que le film parle du rapport à l'image des personnages. Et dans une époque où tout le monde aujourd'hui est habitué à voir le vlog de je sais pas qui sur YouTube, en fait, c'est même plus une façon de se filmer qui nous surprend, en fait. On est tous habitués à ça, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Nico, t'as aussi parlé de cette citation. Alors moi, je l'avais noté quand Mike dit « Je comprends pourquoi tu aimes cette caméra, elle déforme la réalité, elle filtre la réalité, tout ça. » Oui, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, en fait, l'ère des réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un vieux alors que c'est moi le plus jeune de l'équipe. Sauf Lily, bien sûr, qui vient de fêter ses 23 ans. Donc voilà, il y a un truc assez fou que le film soit toujours d'actualité pour un truc, entre guillemets, qui vaut pas grand-chose sur le papier, qui est vraiment un truc tourné avec $30,000. Et en même temps, Romain, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais ces petits réalisateurs qui partent avec leur caméra dans une forêt en mode on va filmer un petit documentaire, en fait tu te reconnais dans ces gens-là, quoi. Il y a un truc où tu te dis on vit pour ça, clairement. Oui, moi j'aurais adoré faire ça, et même j'aurais adoré, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein, tout le monde aurait adoré avoir son Blair Witch, tu vois, genre où c'est juste le concept qui buzz parce que le concept est trop bon et que le film est réussi de A à Z, quoi. Et juste pour terminer sur cette histoire de vlog, je pense que vous allez avoir la ref, mais c'est un peu l'happy ending de la vidéo de Logan Paul dans la forêt. Il a osé, j'aime bien. Voilà. C'est beau, très belle conclusion. Très belle conclusion. Merci. Je vais rebondir sur ce que Dario a dit, parce que c'est vraiment pas un rapprochement bête, le fun footage et la télé-réalité, puisque les producteurs d'Halloween Résurrection avaient de base voulu faire un fun footage parce que à cause du succès de Blair Witch, et finalement ils vont faire une espèce de télé-réalité avec par moment du POV, parce qu'il y a la télé-réalité qui s'enclenche à ce moment-là, mais du coup même eux ils ont fait le rapport entre fun footage et télé-réalité, quoi. Anecdote, le montage d'Halloween Résurrection où ce n'est que de la télé-réalité avec la caméra de surveillance existe. Quoi ? Si vous voulez voir Busta Rhymes engueuler Michael Myers par une caméra de surveillance pourrie au plafond, vous pouvez. Ça existe, ça dure 50 minutes. Il est sur YouTube, je crois. Ils ont vraiment refait le film. Ils l'ont tourné comme ça. C'est mieux que le film ou pas ? Bah bien sûr. Évidemment. Mais il est conceptuel, Halloween Résurrection. Faut non, lui donner il est juste con, il est juste con. Il est pas conceptuel. Mais il est juste pas comme les autres.
Voilà. Il est différent. Et je voulais rebondir sur la télé-réalité aussi. Ton instinct est bon dans le sens où les premiers événements télé-réalité aux États-Unis, qui sont bien plus vieux, comme An American Family, c'est quelque chose qui a par réaction, c'est-à-dire plutôt contre, qui a beaucoup, qui a amené beaucoup de choses faux docu. Et on peut citer Real Life de Albert Brooks et aussi le court-métrage, mais un court-métrage assez important, No Lies de Michael Block, que Michael Block avait fait justement en réaction à cet événement qui était le premier truc de télé-réalité américain où on suivait une famille. C'était ça fait plus docu en vrai, mais c'était un peu la première expérience télé-réalité aux États-Unis. Donc c'est très lié les deux. C'était un bon instinct. Merci. Pour que l'audience capte ce qui se passait en privé chez Jumpscare, on avait quand même pris des paris sur si Dario allait aimer ou pas le film dans notre discussion de groupe. Et alors, ça dit quoi ? Alors Amélie avait vu juste et Amélie avait dit que ton côté réalisateur de la débrouille allait kiffer. Mais oui, ça fait un guérilla filmmaking, on se reconnaît quoi. c'est ça. La surprise, c'est qu'en effet, c'est pas toi qui vas chier sur le film aujourd'hui, c'est Mathieu, qui devait pas venir parce qu'il dit en mode ouais, Blair Witch, j'aime pas, et qui est quand même là, vaillant, prêt à chier dessus. Mathieu, dis-nous tout, Blair Witch. À la base, je viens surtout pour vous, parce qu'on l'a dit, c'est l'anniversaire de Jumpscare, donc je me devais quand même d'être là. Certes. Mais après, je me suis quand même refarci ce film que je n'aime pas, parce que le projet Blair Witch, en fait, depuis la première fois où je l'ai vu, donc en 99 jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vu peut-être 5 ou 6 fois, et en fait, mon avis ne change pas. Le projet Blair Witch, c'est vraiment un film que j'aimerais aimer. Je vois parfaitement en fait toutes les qualités qu'il a, que vous avez énumérées en fait juste avant. C'est un film en fait qui est passionnant à étudier, à analyser. Quand on le remet dans son contexte, c'est comme on l'a dit, un contexte très particulier. Le film est fascinant sur bien des aspects, mais je ne sais pas pourquoi. Sur moi en fait, ça ne fonctionne pas. J'aime le found footage, j'aime le documentaire. Le projet Blair Witch, qui est une espèce de monument absolu. Ça me passe, mais alors à 15 000 au-dessus. Le truc, c'est que quand j'en entends parler, donc on est en 1999, à l'époque, je suis encore au lycée, et le film se taille une espèce de solide réputation de roller coaster, de trucs qu'il faut absolument voir si t'es un ado qui est un minimum intéressé par le cinéma d'horreur. Or, en 99, c'est quand même une année de dingue, faut le rappeler. On a coup sur coup Star Wars épisode 1, Matrix, La Momie, le projet Blair Witch et American Pie et pas mal de trucs en fait que j'oublie. Donc à la fois des films extrêmement attendus, enfin des espèces de rouleaux compresseurs hollywoodiens, et de l'autre côté en fait des petits trucs qui ont popé comme ça sans trop qu'on les remarque dans un premier temps et qui après vont devenir des espèces de phénomènes de société quoi. Aujourd'hui en fait quand on se remémore un petit peu ce qui s'est passé pendant cette année, c'est pas tant Star Wars épisode 1 qu'on retient que Matrix. Et en matière de comédie, c'est pas forcément celle qui était attendue, qu'on a retenue, que American Pie. Mais au milieu de tout ça, il y a le projet Blair Witch qui est sorti quasiment de nulle part et dont tout le monde en fait entendait parler à ce moment-là. Tant et si bien que moi j'étais déjà allé pas mal de fois au cinéma et j'avais pas forcément le temps pour le projet Blair Witch. Du coup, j'ai râlé de l'avoir raté en salle et quand le film est sorti en VHS, je me suis évidemment jeté dessus. Donc à l'époque, on se capte en fait avec ma copine et je lui dis écoute, j'ai un super film à te montrer, apparemment c'est terrifiant, viens on se regarde ça. Donc on ferme les volets, machin tout ça, on se cale devant la télé, on regarde la cassette et là, désillusion, on s'emmerde elle comme moi pendant 1h15 et je me dis en fait il y a quelque chose qui m'échappe, il y a un truc que j'ai pas compris et dans un premier temps en fait j'ai mis ça sur le dos de la VF. Je trouve la VF française du projet Blair Witch pas forcément très réussi et il y a surtout quelque chose qui me gêne profondément. Alors je t'avoue, je me rappelle pas si c'est le cas aussi dans la VO, c'est que dans les scènes d'exposition, donc les scènes qui sont au début du film, on voit un petit peu les préparatifs, tout ça avant qu'ils aillent dans la forêt. La voix française de Heather, quand elle la double en fait, elle démarre une phrase et cette phrase va se chevaucher sur 2 plans qui sont montés l'un derrière l'autre, alors que c'est 2 plans qui sont pas du tout dans la même scène. Ce qui fait que ça crée quelque chose de très bizarre qui, moi, en fait, me fait sortir illico du film. Si ce qu'on me montre est supposé être vrai, parce que vraiment, à l'époque, je me rappelle qu'en 99, il y avait ce doute permanent sur est-ce qu'on regarde quelque chose de vrai ou est-ce qu'on regarde un gros mytho. Et moi, quand j'ai acheté la VHS, j'avais encore ce doute-là. Quand arrive ce problème de voix française,
je me dis, oula, non, là il y a du montage, là il y a un truc qui me fait dire tout de suite ce que je regarde en fait est faux. Et ayant quand même bouffé pas mal de films d'épouvante, parce qu'on parle de films d'horreur depuis tout à l'heure, mais le projet Blair Witch, c'est un film qui est destiné à faire peur, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est vraiment un film d'épouvante. J'attendais les moments de frayeur, j'attendais tout ce qu'on m'avait vendu, et en fait ça ne vient pas. Ce que j'ai à la place, c'est 3 connards qui sont perdus dans une forêt, et il y en a aucun qui est foutu de lire correctement une carte. Donc j'ai dit, attendez, les mecs, vous partez la fleur au fusil comme ça, vous n'êtes pas foutus de lire un plan, enfin bref. Ensuite arrive le moment des petits bouts de bois qui me passent complètement dessus. Ensuite, c'est les petits cailloux. Merde, au bout d'un moment, je voulais qu'il se passe quelque chose. On commence à entendre des gamins pleurer et des petites mains s'agiter à l'extérieur d'une tente. Moi, je voulais voir en fait ce qui se passait. Et du coup, Heather, elle tape un sprint dans la forêt en chialant. Ouais, ok, c'est sympa, ça fait une scène iconique, mais il m'en fallait un petit peu plus. Et en fait, le moment où je trouve le projet Blair Witch intéressant, c'est les 10 dernières minutes. Toute la scène en fait qui se passe dans la maison, le plan final qui mine de rien fonctionne quand même très bien. Je trouve ces 10 dernières minutes là vraiment efficaces, mais tout ce qui précède me passe complètement dessus, et je suis vraiment encore une fois très peiné parce que j'aurais aimé vivre cette espèce de frayeur qu'on m'avait tant vendu à l'époque, parce que je rappelle une chose, c'est que je sais pas si c'était le cas sur l'affiche, mais en tout cas c'était le cas sur la VHS que j'avais acheté. La tagline du projet Blair Witch, c'était: on n'a pas eu autant les jetons depuis Shining. Donc ça tapait quand même très haut, quoi. Je suis pas non plus un fan hardcore de Shining, et Shining c'est un film qui me laisse un petit peu indifférent, mais j'ai conscience quand même que Shining en fait c'est un film qui a effrayé quand même pas mal de monde, même si encore une fois je suis pas dedans. Donc on m'avait vendu un truc qui faisait peur, quoi. Et vu que ça n'avait pas marché, je me suis dit attends, c'est la VF, il y a un truc en fait qui coince avec cet aspect-là. Donc j'ai enchaîné directement avec la version originale sous-titrée, sachant que sur la VHS en fait tu avais les deux qui s'enchaînaient étant donné que le film était très court. Et même effet, ça n'a absolument pas marché. Je pense qu'avec le recul j'aurais préféré le découvrir en VOST plutôt qu'en VF, peut-être que là ça aurait marché, mais au fil des années je l'ai effectivement revu pour voir si en fait c'était moi qui étais totalement allergique au genre du... Enfin, c'est même pas un genre le found footage, mais au procédé du found footage en tout cas. Non, c'est pas le cas, parce qu'il y a des films en fait, qui utilisent ce procédé-là que j'aime beaucoup. Mais le projet Blair Witch, en fait, je lui reconnais une importance historique majeure dans ce qu'il a apporté dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Mais d'un point de vue purement... Divertissement ? Je sais pas comment on pourrait dire, enfin, ça ne fait pas effet sur moi. Au niveau du divertissement, ça ne fait absolument pas effet sur moi, mais je lui redonne quand même un petit peu de points supplémentaires après m'être enquillé les suites, projet Blair Witch 2. Voilà, c'était quand même assez douloureux. On y reviendra tout à l'heure à ça. C'était douloureux à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui, et très récemment, je me suis fait en fait l'espèce de Legacy Quell qui est sorti en 2016, donc Blair Witch tout court. On y reviendra après aussi. Bon gueule. Une espèce de copier-coller du garde ça pour après. Mais où rien ne fonctionne. Mais voilà, on en parlera après, ouais. Le 3 est un meilleur film à analyser, je trouve, que le 2. Parce que le 2, il est tellement différent. T'as aucun goût. T'as perdu 5 décibels. Mais attends, ce qui me fait rire, c'est qu'il va y avoir une alliance de Mathieu avec quelqu'un d'autre qui est inattendue. Mais ça me fait... Ouais, mais c'est les 2 ans, ça, c'est la fête. Et toi, Romain ? Blair Witch, moi je l'ai vu 3 fois dans ma vie, une fois préadolescent, une fois adolescent et une fois pour ce podcast. À chaque fois, il m'a fait la même chose. C'est-à-dire que je le regarde, il me fait pas peur. Gastro. Mais après, t'as peur d'éteindre la lumière. De rallumer la lumière. Exactement. Voilà. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'étais en mode « Ah, c'est tout !» Tu sais, j'avais 13 ans, je voulais faire le gamin edgy, mon père me l'a montré pour me calmer, j'ai fait « Bon, j'en bats les couilles en fait de ton film. » Et le soir, en fait, je me rends compte que la fin était restée dans mon cerveau, et je la repassais, et en fait, les cris distants de Heather et ce plan qui a aucun sens quand tu le découvres, ça a mariné en fait. Et ça, c'est la force, je pense, du film, c'est de mariner en toi un certain temps après le premier visionnage, alors qu'il montre que dalle. En fait, c'est ça, son pouvoir, c'est la subtilité. Amélie le disait très très bien. Il montre rien, mais pourtant, chaque image est imprégnée en toi. Que ce soit le symbole, les totems en bâton, là, tu les trouves à Casa ou à Jiffy sans problème. Et pourtant, ils sont terrifiants quand tu le regardes dans le film, ils restent en toi. C'est du génie là-dessus, tu vois, je trouve. Et pourtant, il y a quelques effets qui sont pas super bruts / réalistes, qui fonctionnent bien, je trouve, notamment au niveau de l'audio. Nico, t'as beaucoup parlé de la pellicule et de l'image. Moi, c'est plutôt l'audio qui m'a un peu marqué, notamment à la fin où une des caméras tombe par terre
Et tu suis du coup la caméra pellicule de Heather qui se dirige vers la cave. Mais tu as le son de la caméra qui est dans la cave. Donc tu entends les bruits de Heather qui arrivent au loin, très progressivement, alors que tu as son point de vue à elle. Ça fait une sorte de dichotomie hyper étrange. Et ce genre d'effet, ça te perd. Et moi, ça marche super bien sur moi. Il y a quand même quelques effets qui sont voulus, qui sont subtils. Hein. Faut le capter, bien sûr. Mais il savait un petit peu ce qu'il faisait. Après... Je vais pas redire tout ce que vous avez dit parce que au final on va tous tourner en rond sinon, mais pour moi c'est l'exemple parfait du film qui arrive au bon moment, au bon endroit et qui a été fait comme il fallait quoi. On est à la fin des années 90 et les réals ils ont totalement compris, volontairement ou involontairement, puisqu'il y a ce débat des escrocs, tu sais, avec eux qui revient des fois. Ils ont compris ce qu'allait devenir la prochaine grosse méthode de promotion d'un film, c'est-à-dire Internet. Là où ils ont tout donné, c'est ce putain de site et ce putain de raffut qu'ils ont fait avec, au final, une connexion 56K, quoi, et un peu d'HTML. Et ça, pour moi, c'est le vrai coup de génie du film, alors que, un an avant, il y a déjà eu un autre Blair Witch qui s'appelle The Last Broadcast. Ouais. The Last Broadcast, plutôt. Qui est aussi un found footage tourné quasiment de la même manière, ultra low budget, très rudimentaire, avec un caméscope et un mec qui s'aventure dans les bois à la recherche du diable de Jersey, qui est un cryptide assez connu là-bas. Ce film, s'ils avaient eu l'intelligence de mieux le vendre et d'utiliser Internet ou faire un truc un peu plus stimulant, en tout cas pour les gens, et investir le public, il aurait niqué Blair Witch d'1 an. Et au final, ce film est quasiment tombé dans l'oubli, quoi. C'est là où ils ont été super forts, je trouve, le duo derrière la caméra, qui n'arrive toujours pas à reproduire cette magie, puisque Sanchez continue à faire des found footage qui sont pas si mauvais. Il a fait Exist en 2014, je crois, 2015, qui est un film de Bigfoot. Il a aussi fait un court-métrage en found footage dans VHS 2, avec des zombies, et un mec qui fait du vélo et une GoPro, qui est pas mal aussi, mais à chaque fois, en fait, ça reprend pas. On peut pas refaire Blair Witch, en fait. Le seul qui s'est rapproché d'un phénomène pareil, c'est Oren Peli avec Paranormal Activity, 10 ans plus tard, là où justement Internet était déjà plus grand et il a su mieux gérer la viralité du truc. Et surtout, il savait ce qu'il faisait. Voilà. Parce que c'est Jason Blum qui s'en est toujours voulu d'avoir raté Blair Witch, qui produit ce truc parce qu'il veut son Blair Witch. Bon, après... Exactement. Et du coup, Paranormal Activity, il sonne un peu artificiel quand même. Voilà. Il est un peu forcé, quoi. Alors que Blair Witch est plus brut, quoi. Enfin bref, et puis le fait que le film te montre rien, pour moi c'est l'autre coup de génie, quoi. C'est l'art de la soustraction. C'est ça, et en fait ça devient un piège pour quasiment tout le genre derrière. Et on a évoqué Adam Wingard et son Blair Witch 3, puisqu'en fait lui il va sauter dans le piège comme un débutant, en mode lui il va beaucoup trop en montrer, mais on en regardera tout à l'heure, alors que rien montrer ça te permet de projeter toutes les théories que tu peux imaginer. C'est ça le truc, parce qu'on parle beaucoup du mythe de la sorcière de Blair et tout, mais il y a plein d'autres théories. Il y a la théorie des deux mecs qui emmènent Heather dans la forêt pour la tuer, elle marche totalement. Il y a des trucs de serial killer, tu peux projeter ce que tu veux, et c'est ça qui est parfait et qui va, je pense, du coup marquer tout le monde, sauf Mathieu du coup. Ah, je suis désolé, hein. Non mais t'inquiète, hein, c'est ton droit. Et c'est là où ils étaient intelligents de pas en fait en montrer trop, parce que de base ils voulaient en montrer plus. Il y a les fameuses scènes coupées et les fins alternatives qui sont sur YouTube si vous les voulez, où il y en a 4 et à chaque fois le final change. Nous on a le fameux final où le mec est dans le coin. Ils ont fait un final où il est de face. Ils ont fait un final où il est pendu et un où il est dans plein de branches sur un mur et tout. Donc là il y a vraiment un truc de paranormal qui est mis en place, et ils ont pris la fin la plus sobre au final, et c'est le bon choix. Et d'ailleurs, juste quelques jours avant le tournage, ils étaient même pas, ils avaient même pas encore vraiment décidé de leur fin. D'où effectivement, ils ont beaucoup réfléchi sur cette fin, et je suis pas mécontent de leur choix. Je trouve que c'était une très bonne idée, ouais. C'est la meilleure. C'est pour ça que même si Blair Witch, c'est pas dans mon top personnel, j'ai quand même un immense respect pour le film, qui est sorti au bon moment, au bon endroit, avec la bonne stratégie, et ils ont tout niqué, quoi. Et ça, c'est rare, et ça mérite d'être souligné, et ça reste monumental. Plus que les suites, en tout cas. Mylène, Blair Witch 1, et je te laisse aller sur Blair Witch 2, évidemment, parce que tu es là pour ça. Dis-nous tout. Ce soir, je vais être Darlene. Je pense qu'il y a une réalité alternative où j'ai découvert Blair Witch quand j'étais au collège. On me l'a passé en DivX, quelqu'un l'avait téléchargé sur Emule Island, et j'ai trouvé que c'était un banger, tu vois. Mais non, dans cette vraie réalité, j'ai vu Scream 1, 2, 3. Et voilà ce que je suis devenue. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, j'ai pas vu Blair Witch à l'époque. Et en l'occurrence, je serais devenue moi. Oui, donc en fait, non, ça va.
Je t'aime, Lily, je t'aime. Moi aussi, bébé. Effectivement, je suis un peu d'accord avec vous tous et toutes. Blair Witch, c'est un film qui a un concept incroyable et que je respecte pour ça. Mais je pense que je l'ai clairement pas découvert à la bonne époque. Moi, je l'ai découvert en 2011. À l'époque, je voulais faire voir la trilogie de Scream à mes potes parce qu'il y avait Scream 4 qui sortait en salle. Je faisais déjà chier avec ça. Et du coup, ils m'ont dit « Attends, on a un film horrible à te montrer, ça va te faire trop peur. Vas-y, on se met dans le noir, je te montre ce film. » Et en fait, moi, je me suis fait chier. J'ai vu une meuf qui était en train de se moucher dans la caméra. J'ai vu des gens qui faisaient du camping. Moi, je fais du camping depuis que j'ai 5 ans. Et alors, ça fait pas peur, la forêt. J'ai vu des gens qui jouaient avec des bâtons. Moi, je faisais des tipis quand j'étais gamine. Ça fait pas peur, la forêt. Moi aussi, je faisais des maisons avec des cailloux. Et alors, ça fait pas peur. Enfin, du coup, je me suis foutrement fait chier. Je comprends ce qu'on essaye de faire, mais moi, juste, ça me fout la gerbe, j'ai la nausée, la caméra, elle va dans tous les sens, je trouve que l'image, elle est moche, oui, c'est le concept, soit, mais en fait, je suis passée complètement à côté. Et en fait, Blair Witch, c'est un film qui me frustre grave, parce que j'aurais voulu avoir un cousin Tuffer, peut-être que là, j'aurais plus kiffé le film. Mais moi, j'en avais 6. Voilà. Et peut-être que là, ça aurait joué. J'aurais effectivement voulu découvrir le site, rien savoir sur le film. Un peu comme ça m'a fait avec Ghostwatch, où finalement, quand j'ai vu Ghostwatch, j'avais très très peu d'infos sur le film. Personne me l'avait survendu. Et je pense que si j'avais découvert Blair Witch avec très peu d'infos, avec à la rigueur justement juste le site, moi qui commence à faire des recherches, qui commence à me taper des délires, parce que j'adore quand tout n'est pas montré, quand il y a des choses qui sont suggérées, qu'on commence à se faire des films justement, et que l'horreur, enfin les frissons viennent de là. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et je pense que je suis le bon exemple de la personne qui a complètement loupé le coche du film et qui a jamais réussi en fait à le rattraper, parce que effectivement, comme Mathieu, c'est un film que je regarde régulièrement. Enfin régulièrement, non, en fait quand j'ai pas le choix. Et à chaque fois, je me dis vas-y, je vais avoir une épiphanie, je vais me rendre compte que je suis vraiment con, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais non, en fait, je me fais toujours autant chier. J'avoue que même quand à la fin, je suis censée avoir peur, je suis pas impliquée. Je vois ce que le film propose, je vois à quel point c'est réussi, mais sur moi, ça marche pas, et pourtant, j'adore la télé-réalité The Island, où il y a plein de gens qui vont avec une caméra sur une île et qui survivent. Je trouve ça trop cool. Mais là, en l'occurrence, je passe complètement à côté, et encore une fois, je suis hyper frustrée par ça. J'aurais voulu faire comme Lily, aller sur le site, commencer à me taper des tripes, mais c'est pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai eu une épiphanie quand j'ai découvert le 2. Et là... Non. Non, ça c'est Mathieu et Mylène, voilà. Voilà, Mathieu et Mylène unis dans l'amour du 2, voilà, c'est ce que je retiendrai. Moi aussi, j'aime bien le 2. Ah non, mais pas du tout. Juste, avant que tu démarres, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, Blair Witch 2, le livre des ombres, livre qui n'existe pas dans le film d'ailleurs, réalisé par Joe Berlinger en 2001. Ouais. Pour les informations quand même, qu'on donne un peu le contexte pour les gens, dans lequel Blair Witch 1 est un film qui existe dans l'univers de celui-là. Un jeune homme, j'ai plus le nom, décide d'exploiter le filon du premier film en organisant des excursions sur les lieux du tournage du premier. Et évidemment prennent part... à Burkittsville, et la ville existe, j'ai cherché. Exactement, et tu retrouves... C'est vraiment dans le Maryland. Ce groupe avec une meuf un peu sorcière, une gothique... et un couple d'étudiants qui vont dans la forêt et qui d'un coup se réveillent et ils savent plus ce qu'ils ont fait la nuit dernière, et en fait il y a des gens qui sont morts et en fait ils se font questionner, et est-ce que c'est la sorcière qui les a possédés, ou est-ce qu'en fait ils ont juste pété un câble. Voilà grossièrement Blair Witch 2. Je vais laisser Mylène exposer son point de vue, je lui remets quelques décibels quand même pour que vous l'entendiez. Parce que c'est un gros morceau de Blair Witch 2 aussi, malheureusement. Non, mais effectivement, le 2, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, j'ai conscience que c'est pas un bon film. Je suis quand même pas con à ce point-là. Hein. Mais c'est un film que j'aime bien, parce que ça sent un peu le DVD à 1 € que tu trouves à Nose avec tes potes. Et tu sais que c'est une mauvaise idée, mais tu le prends quand même parce que la pochette, elle est dégueulasse et le ride a l'air incroyable. Et à chaque fois que je le revois, je remets le nez dedans, et tu vois, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Et effectivement, quand j'ai découvert qu'il y avait une suite à Blair Witch, je me suis dit, ah putain, je vais pas me lancer là-dedans. Mais quand j'ai vu qu'elle avait vraiment rien à voir avec le 1 et que c'était n'importe quoi, je me suis dit, là, on y va. Et là où le film me fascine totalement, c'est que, en fait, il y a plein de trucs autour de la production de ce film. Parce que là, en l'état, si tu regardes que le film, c'est effectivement un film de merde qui a plein d'incohérences scénaristiques, des personnages qui sont complètement en roue libre. Pas la roue libre, justement, comme dans Blair Witch 1, mais là, la roue libre de, en fait, on te dit juste, tu es gothique, tu es sorcière, tu aimes renifler les feuilles, et fais-en quelque chose, vas-y, fais-toi plaisir.
Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans tout le projet improbable du 2, déjà, c'est que le 1, Book of Shadows, c'était pas du tout le titre de base. Hein. C'était juste Blair Witch 2 de base. Les producteurs ont énormément modifié le sujet, bien sûr, le film. En fait, c'est Artisan qui a voulu faire une suite parce que le premier a beaucoup marché. À l'époque, plus de 40% de l'audience était persuadée que les images qu'ils voyaient étaient des images vraies, ce qui a fait que le film a bien marché, mais ça a aussi créé énormément de mécontentement quand les gens se sont rendus compte que du coup, c'était pas forcément vrai ce qu'ils avaient vu. Et du coup, suite au succès du 1, on a voulu faire une suite. Il y avait 3 scripts qui tournaient, mais pour l'instant, il n'y avait pas encore de réalisateur qui était nommé pour réaliser ce film-là. Et c'est finalement Joe, attends, j'ai plus son nom de famille, Joe Berlinger, du coup, qui va prendre le relais. Lui, il avait déjà réalisé un documentaire, donc il paraissait être le mieux, en fait, pour réaliser cette suite. Et oui. Du coup, Joe, lui, il voit les 3 scripts, il les garde pas du tout. Et en fait, il a vraiment envie de faire un espèce de faux docu. Et surtout, lui, il veut jouer, en fait, avec l'idée que ce qu'on nous montre dans un film, c'est pas forcément la réalité. Il veut jouer un peu avec l'idée de l'hallucination collective. Et en fait, faire un film qui, finalement, nous montrerait plein de fausses images avec plein d'indices durant tout le long métrage, avec finalement un twist final. L'idée de base, c'est de faire un mix entre Audition et L'échelle de Jacob. Si vous avez vu Blair Witch 2, vous vous rendez bien compte que ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc, il y a eu une couille dans le pâté. Je vois pas le problème. Et puis vraiment, il part plus sur cette critique des médias parce que les producteurs qui voulaient vraiment mettre leur grain de sel, eux, ils voulaient vraiment faire comme le 1. Et Joe, il dit, non, mais ça marchera pas du tout. Lui, il veut par contre garder l'idée que les personnages auraient leur vrai nom et nom de famille. Les producteurs sont pas vraiment d'accord, donc on va garder que les prénoms. Après, il décide de faire 6 personnages basés sur des stéréotypes. Bon, là, Joe, effectivement, c'était pas la meilleure idée que t'as eue de ta vie. Donc, Erika, elle représente les sorcières. Kim, elle représente les outsiders. Le petit Jeff, je crois, si je dis pas de conneries, c'est les gens qui ont voulu faire du fric en fait sur Blair Witch. Et ensuite, le couple, c'est les intellectuels, en gros. Et donc, bon, malheureusement, les personnages sont pas très très bien écrits, mais sur le papier, ça aurait pu être une super idée. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Le film commence effectivement comme une satire en fait du phénomène de Blair Witch. On voit notamment une femme qui vend des cailloux de son jardin. Je trouve cette scène très très drôle. Moi, perso, j'adore. C'est vrai. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien commencé, même si c'est pas parfait. Faire une suite à Blair Witch, c'est pas facile. Et en fait, cette idée de base, elle était plutôt cool. Et j'avoue que moi, en fait, je rêve toujours de voir la version, la première version du réal qui aurait dû sortir. Surtout qu'en fait, il y a des modifications dès le début. C'est-à-dire le générique de début, ça devait commencer très doux avec une petite musique de Frank Sinatra. Si vous avez vu le film, vous savez que c'est Marilyn Manson. On n'est pas du tout sur la même ambiance. Vraiment, il y avait cette volonté en fait de déjouer un peu les codes de l'horreur et en fait de rendre un petit peu parano le spectateur, notamment en glissant quelques indices comme le personnage justement du fou qui veut se faire de l'argent avec Blair Witch qui dit Video never lies, film does. Et donc c'est vraiment cette idée-là en fait où tout le film va nous mentir. Par contre, les vidéos qui ont été tournées durant cette nuit où ils vont être complètement pétés et dont ils vont plus rien se souvenir, elles disent la vérité. Et donc, tout ce qu'on voit dans le film est faux. Et là, en fait, il faut prendre les indices, donc notamment des mots qu'on va trouver sur la tombe. On va trouver des ombres qui vont être déformées. Le motif, justement, que tu disais, Mathieu, qu'on peut trouver à Jiffy avec le bonhomme bâton, on va le retrouver dans l'eau, on va le retrouver dans les portes, on va retrouver aussi des têtes de mort. Enfin, voilà, il y a plein de petits indices, en fait, qui sont complètement disséminés durant tout le film. Et ça, je trouve ça assez fascinant et c'est hyper frustrant en fait qu'on en fasse rien parce que tout a été remonté ou modifié. Parce que c'est ça en fait le problème de Blair Witch, c'est que si l'idée de base c'était ça, c'était aussi de nous faire des références à des films d'horreur, donc il y a des références à La Nuit des Morts Vivants, à L'Exorciste, aussi pour nous faire comprendre que cette imagerie très horrifique, elle est pas vraie et qu'en fait ce qu'on voit des personnages en fait qui est du domaine de l'épouvante ne se passe pas vraiment jusqu'à ce qu'à la fin on se rende compte qu'en fait il s'est rien passé de tel et qu'en fait ils sont juste fous. En fait tout a été modifié par les producteurs qui voulaient notamment plus de sang. Donc en fait toute la phase où on a justement les touristes qui arrivent en fait dans la ville de Blair Witch et qui vont se faire tuer par notre super bande de potes, celle-là elle n'existait pas en fait. Elle a été tournée dans le dos du réalisateur après qu'il ait fini de tourner le film pour être rajoutée et rajouter du gore. Mais par contre là où c'est plutôt drôle, je sais pas si c'est le terme, c'est que lors de la scène de fausse couche, on a une scène où justement il y a pas mal de sang
en fait, suite à cette scène de fausse couche, et elle a été enlevée parce qu'elle était trop graphique. Bon, apparemment, il y a des choix qui ont été faits, là, c'est plutôt discutable. Mais voilà, en tout cas, à la fin, on devait justement avoir tous ces personnages qui racontaient ce qu'ils avaient vécu, ce qui se passe un peu dans le film, et nous être confrontés aux images et se rendre compte qu'en fait, on nous avait donné des indices durant tout le film, notamment avec des mots qui sont cachés. Donc, on a plusieurs mots qui sont cachés dans le film, notamment le mot sick, me, no, fever. Fever, c'est sur la tombe, sick, c'est dans les flammes, me, c'est à côté d'Erika quand elle est en train de faire un câlin aux feuilles, et no, c'est sur la vitre dans la maison. Et en fait, ces mots formaient le début d'une phrase, et ensuite, la suite de cette phrase était dite à l'envers par l'une des actrices. Alors, je vous dirai pas la phrase à l'envers parce qu'il est beaucoup trop tard. Mais la suite de cette phrase, en fait, faisait « Sick no further, or the children will again walk free ». Et en fait, les gens qui arrivaient à trouver cette phrase pouvaient la taper sur Internet et s'inscrire sur une liste de gens qui avaient réussi à déchiffrer ça dans le film. Et en fait, encore une fois, Personne ne l'a fait. Mais si, je suis sûre qu'il y a au moins 2 gens sur cette liste. Moi, je l'ai pas fait, mais j'aurais voulu le faire à l'époque. Voilà. Ah oui, c'est Tristine qui dit cette fameuse phrase. Tristine, je suis toujours perturbée parce que Tristine, pour moi, c'est un nom que je ne connais pas. Mais voilà, je suis désolée, c'est un film qui effectivement est nul. Oui, j'avoue. Mais je le trouve fascinant pour ce qu'il est. Je le trouve fascinant pour ce qu'il essaye. Et finalement, là où Blair Witch 1, il me fait foutrement chier. Et par contre, je le respecte pour ce qu'il est et son concept. Ben en fait, moi, ce petit bébé bourré qui est Blair Witch 2 et cette petite escape game qu'on me propose, eh ben j'aime bien. J'aime bien le ride. C'est un peu comme une gueule de bois, sauf que celle-là, elle te fait pas trop mal à la tête. Et ben moi, j'adore le 2. Voilà. Le fait que le 2 te donne pas mal au crâne, déjà, c'est fou. Ah ouais, c'est une purge. Non, mais moi, je comprends parce que, en fait, je comprends l'idée. Je vois la tendresse que tu peux avoir. Et en fait, j'ai jugé très durement le 2 pendant longtemps. Et après, j'ai vu le 3. Et après coup, je comprends la tendresse un peu années 2000, foutraque. Et en plus, tu rigoles devant le 2. Parce que les personnages, ils sont absurdes et les dialogues n'ont aucun sens. Ouais, on dirait un épisode de série vraiment nul, quoi. Alors que le 3, je le trouve vraiment beaucoup plus chiant. Par exemple. Le 2, il a aussi une dimension très nostalgique parce que c'est un film pour ados. Il est fait pour ça, quoi. Et moi, je l'aime bien à cause de ça parce que c'est vraiment un film d'adolescence qui était vraiment dans les tendances de l'époque. Alors moi, je l'ai vu à l'époque. J'avais une mèche grasse sur le front et un gilet à rayures. Vous voyez? Donc du coup, et ça a marché sur les gamins de notre génération parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais ce fameux plan du personnage gothique qui fume allongé sur une tombe, il était sur cette image était sur tous les skyblogs. Donc oui, c'est un film d'adolescence et qui a quand même marché quelque part dans cette dans cette volonté. Parce qu'il a vraiment marqué un public d'adolescents. Mais en fait, il était fait pour, tu vois, il y a un côté, on va vous mettre Marilyn Manson, on va vous mettre une meuf goth cool, on va vous mettre des mecs, mais si ça. Moi, j'étais gothique et je la détestais, cette gothique, perso. Mais c'est pas une vraie gothique. Mais oui. C'est une goth bouffe. Ça se voit que c'est pas une vraie gothique. Les fameuses. Ouais, c'était pas une true goth. Non, c'est une poseuse. Je comprends quand même que la singularité du film lui offre une sorte de passion de la part d'une grosse communauté, parce que je vois que les fans de Blair Witch 2, ils sont nombreux, en fait. Ils existent vraiment. Ah ouais. Non, par contre, ce qui me fascine trop avec Scream 2, c'est... Scream 2... Il y a un vrai lien. Non, c'est ton problème. C'est ton problème. Il y a un vrai lien. C'est ton heure. En fait, elle confond depuis le début. C'est ça, en fait, c'est pas du tout bon film. Même Scream 2, il est pas bien. Oui, c'est un mauvais. Scream 2, c'est pas bien. Non, j'en parlais avec Lily aux Alus. En fait, ce qui me fascine trop quand j'ai revu Blair Witch 2, c'est que par contre, tu vois l'impact qu'a eu Scream sur des films qui sont pas forcément des slashers. Et en fait, ils s'inscrivent vraiment dans cette mouvance-là. Et j'avoue que ça me fascine toujours de voir des films qui sont pas à proprement parler des slashers, qui ont finalement été impactés par la vague de néo-slashers qui n'a fourni que des films de merde, mais qui finalement étaient plus intéressantes quand il s'agissait d'autres sous-genres. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est un très bon exemple, Blair Witch 2. Oui, il y a le côté néo, ouais, effectivement, avec recul sur lui-même, tout ça.
C'est Oui, parce vrai. qu'il y a toutes ces images en fait Ça dans sauve le pas talk le film. show qui sont. Il y a des vraies images sur Blair Witch 1 et tout. Il y a vraiment ce truc de. On va voir un peu comment ça a pu impacter un village, ce qui est un vrai truc quand même de. Ben en fait, on a donné la vraie adresse, comment ça se passe. Oui, on en fait un business, mais c'est aussi chiant pour les locaux. Et du coup, je trouve qu'il y a cet aspect satirique qui marche pas toujours, mais qui parfois est plutôt bien donné. Et encore une fois, si le film avait été laissé tel quel, si on n'avait pas remonté des images de ce personnage fou, parce que ça, pareil, ça a été rajouté pour en faire un méchant, en fait, pour qu'on n'ait pas confiance en lui. Et si on avait laissé, en fait, le film de base, peut-être que ça aurait pu être un produit bien plus intéressant. Je suis curieux de voir le montage original, parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, hein, j'entends, mais j'ai quand même vu un film qui te dit, droit dans les yeux, les films d'horreur rendent les adolescents fous, quand même. C'est la morale du film. Le film est turbo-réac sur le genre, et te laisse quand même penser que si les gens pètent des câbles, c'est parce qu'ils regardent des films d'horreur et qu'ils fument du shit, et qu'ils sont gothiques, et qu'ils font des trucs de sorcières dans les boîtes, tu vois. C'est ça, en fait, qui m'a frustré, c'est que je vois ce film, je suis un peu choqué par la morale, en mode, ah ouais, c'est audacieux, on part là-dedans. Et j'ai été voir un peu ce qu'a fait le réalisateur. Il a fait des documentaires sur Metallica, sur des cas de meurtre aussi et tout. Et il se trouve qu'à ma grande surprise, en fait, c'est pas un gros réac sur le genre, c'est plutôt un mec qui fait des profils de gens en mode, c'est pas parce qu'ils sont métalleux ou qu'ils sont... qui mettent des films d'horreur ou qui jouent à Doom et tout, que c'est des psychopathes. Donc le mec, en fait, était parfaitement fait pour faire ce film, pour montrer que c'est pas les jeunes qui mettent des films d'horreur le problème avec la société. Et il arrive à faire quand même un film qui te dit exactement l'inverse. Mais beaucoup à Parce cause que la des morale du images film, rajoutées. c'est quand même ça le Mais problème. beaucoup à cause des images qui ont été rajoutées dans son dos, en fait. Non, parce que tout le twist final, c'est juste qu'en fait, qu'ils apprennent qu'ils ont tué quelqu'un et qu'ils se souviennent plus parce que, ouh là là, sorcière ou pas. Mais la morale, elle est puante, je suis désolé. Et moi, c'est le truc qui m'a vraiment sorti du film. Alors qu'à côté, je vous rejoins sur le fait que l'ambiance année 2000, elle est fun. Que c'est vraiment, en effet, le DVD de Nose à 1€, un peu honteux que t'as chez toi et que t'oses pas trop montrer aux gens. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Et le film est extrêmement drôle. J'ai rigolé tout le long parce que chaque séquence possède au moins un moment hors sol ou lunaire. C'est-à-dire que d'une séquence à une autre, les protagonistes changent de comportement. La gothique, on en parlait avec Amélie en off, c'est le meilleur truc. Tu l'avais souligné, elle parle aux morts, une séquence. Deuxième séquence, elle est en mode, on s'en fout, c'est dans nos têtes, on s'en bat les couilles. Et ça alterne des séquences lunaires, quoi. Dont ce fameux commentaire qu'il veut faire sur la société, sur les jeunes, je pense, avec la gothique qui va acheter des bières et qui se fait insulter par tout le monde gratuitement. Aussi grande séquence de ouf. Qui sert à rien, mais qui est sans doute là juste pour te dire que les gothiques à l'époque, ils s'étaient mal vus, etc. Elle est là pour caler le tueur. Il y a le tueur d'enfants qui est caché près du stickman, enfin du motif, en fait. Elle le voit, après, elle le voit plus. Les images subliminales du tueur, le stickman, les trucs cachés, c'est vraiment distillé dedans en mode oui, c'est Blair Witch, au fait, oubliez pas. Mais 3/4 du temps, c'est plus ça, quoi. Ces moments lunaires de sitcom bizarres des années 2000. Et le film se passe les 3/4 du temps à l'intérieur. Pour un Blair Witch, c'est quand Oui. même, Oui. quand même osé, quoi. Puis les fantômes dégueulasses, là, de la petite fille bizarre qui Ah fait oui, qui fait de la tectonique, je sais pas quoi. Oui. Pourquoi il y a une meuf à poil qui fait du pole dance sur un arbre aussi? Le film est pas bien réalisé, pas bien filmé, la musique est dégueulasse, ça vieillit très mal et ça joue contre le truc, contre le film. J'entends la nostalgie que les gens ont pour le film, mais ce film ne vous aime pas, quoi, je trouve. Enfin... Ah, mais moi, je suis de mauvaise foi, hein, mais je le défendrai jusqu'à ma mort, hein, c'est pas grave. Mais je suis de mauvaise foi sur plein de films aussi et je comprends totalement. C'est pour ça que je te serre la main à distance, tu vois. Merci. Et je comprends un petit peu quand même cet état d'esprit et je sais que le 2 a ses défenseurs. Alors que par contre, Le 3. le 3, Ah, je vois pas où est le problème. là c'est la pluie de caca. C'est Oh, honteux. C'est Blair Witch honteux. 3, réalisé par Adam Wingard dans une époque de transition, parce qu'il avait fait 2 films qui avaient plutôt bien plu aux fans de films d'horreur. Il avait fait You're Next, qui était, on inversait le slasher où la meuf tuait les tueurs, et il avait fait The Guest, qui est un mélange de Halloween et Terminator, qui était vraiment cool. Et maintenant, il fait plus du tout ça. Maintenant, il fait Kong contre Godzilla et tout. Il est parti en couille, le mec. Et à cette époque-là, il commence à se dire, je suis un petit génie, je suis un petit malin, je vais prendre mes couilles et je vais faire Blair Witch 3. Bam. Alors, c'est un des premiers Legacy sequel en Oui. soi. C'est une sorte de demi-suite, demi-remake, dans lequel le frère d'Heather, l'héroïne du 1, décide de partir dans la forêt avec ses potes pour la chercher. Ce qui n'est pas un postulat de base inintéressant, je trouve, mais Adam Wingard, le mot subtilité, il ne connaît pas. C'est un gros bourrin, ce qui explique ses films récents au passage. Hein. Et outre le fait que d'un côté, tu as un remake qui n'ose pas du tout faire autre chose que du Blair Witch 1, parce que c'est carrément un copier-coller pendant 1 heure, les rares moments où le film se trouve une paire de couilles et fait quelque chose de différent du premier, et ben il va démystifier les seuls trucs qu'il faut pas toucher, je trouve. Dont la fin du 1.
avec ce mec dans un coin, par exemple. Il va en faire un élément de scénario super important, alors que c'était le mystère autour qui marchait, quoi. Pareil, le 1 ne montre aucune créature, et là, tu aperçois quelque chose qui est quand même bien crade, et très beau maquillage, très belle créature. C'est pas la sorcière au passage, c'est Ellie Kedward dans le lore. Mais tu aperçois la sorcière, techniquement, dans un reflet à un moment. Dans la séquence finale dans la baraque, quand la meuf court avec la caméra, tu as une image subliminale, un glitch où tu aperçois la sorcière dans un miroir. Voilà, vous pouvez aller voir, c'est sur YouTube. Et le fait d'en montrer trop, ça démystifie tout ce qui est intéressant de Blair Witch. Malgré quelques 2-3 bonnes idées, je trouve que c'est un film qui techniquement se tient. Et j'aime bien qu'on joue plus avec la temporalité. La nuit infinie, par exemple, ou le fait que les deux groupes se séparent et qu'il y a un groupe qui vit 5 jours et l'autre vit 2 heures, et les deux se retrouvent au même moment. Je trouvais ça marrant de voir en fait les effets de la sorcière sur plusieurs groupes différents de l'extérieur, parce que dans le 1, t'es que sur le même groupe. Ça, c'est marrant. C'est une idée qui aurait été super intéressante à creuser, mais non. C'est Adam Wingard, il fait le gros bourrin, et ça enlève tout le charme, quoi. Donc voilà, je sais pas, je sais que Lily, tu l'as aimé, ce film. Ouais. Par exemple. Écoutez, Blair Witch 3, c'est tout ce qui me reste de mon premier grand amour. Voilà. Donc ça ouvre tous les boules maintenant. Ça. Je crois que c'était moi, ton grand amour, Lily. Qu'est-ce que tu racontes là? De mon premier grand amour. Parce que figurez-vous que le soir où je suis allée voir Blair Witch 3, j'aurais pas dû être seule. J'aurais dû être avec mon ex-compagnon. Il n'est jamais venu. Et je sais, c'était vraiment très triste parce qu'il pleuvait des cordes, tu vois, vraiment la journée mais pourrave, quoi. Et en plus, il vient pas, ce con. Et je me souviens de lui envoyer un dernier SMS avant d'aller dans la salle, et je lui dis, bon bah écoute, je vais voir Blair Witch 3 sans toi. Voilà, l'air de dire, mange ton seum. Moi, je vais voir Blair Witch 3 et pas toi. Et en fait, il y a eu un côté vraiment, et qui m'est resté, je crois, de c'est tout ce qui me reste, c'est qui fait le ride. Voilà, tu vois. Et c'est triste, hein, voilà. Mais et en fait, du coup, je kiffe le ride. Tout ça parce que oui. Alors, je suis une immense fan du premier, et il n'égalera jamais le premier, c'est impossible. Mais c'est le premier. C'est le premier version blockbuster, enfin qui essaye de faire un blockbuster du premier. Donc too much dès le départ. Par exemple, le film commence par on a retrouvé une cassette dans la forêt de Blair, et du coup cette cassette rouvre l'enquête pour le petit frère du coup. Et rien que cette cassette, elle est déjà too much. C'est-à-dire ça commence, ça fait tout de suite un jumpscare, la musique à fond, voilà. Et en fait c'est Blair Witch Over 9000, et c'est ce que j'aime bien en fait, mais je le prends pour ce qu'il est, voilà. Mais cela dit, ce que je trouve pas inintéressant dans le film, c'est que c'est un des premiers Legacy sequels, comme on l'a dit. Enfin, c'est un des premiers avant la vague poussée par Scream 5. Voilà. Ouais. Donc d'ailleurs quand Scream 5 est sorti, c'était vraiment le seul exemple qui me venait en tête, c'était Blair Witch 3. Donc je me dis il avait un petit coup d'avance. Et il y a Halloween quand même. Halloween lequel? 2018. Oui, non. Sequel, non, c'est 2016 Blair Witch 3. Halloween 2018, ouais, ça. Ouais, mais tu parles de quand Scream 5 est sorti. Ah oui. Mais ouais. T'inquiète. Ouais. Non, et même avant Blair Witch, désolé, je vais pas t'interrompre. Avant Blair Witch, il y a aussi The Thing de 2011. C'est vrai, c'est pas faux. C'est un préquel, mais qui se rapproche dangereusement du truc. Ouais, c'est pas faux. Mais après, attention, ce que je disais, j'ai pas dit que c'était strictement le premier. Ah, c'est un des films qui prépare le terrain. Je complète juste. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que c'est The Thing de 2011 qui ouvre la voie, et ensuite on a Blair Witch 3 qui tâtonne, et Halloween 2018 qui ouvre complètement la voie. Bref, mais qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc c'est un des premiers Legacy sequels de cette nouvelle vague. Donc on entre dans une nouvelle phase dans les films d'horreur, parce que les années 2000 ont eu leur remake, les années du coup 2010 20 vont avoir leur Legacy sequel. Moi ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que finalement il y a un truc qu'il l'a pas raté dans son propos, c'est de se dire Blair Witch est né sur Internet, enfin toute la mythologie, l'engouement est né sur Internet, donc on va refaire naître ça par Internet. Ce que je trouve assez respectueux. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent contact avec Internet par Internet pour
pour transmettre la cassette. Il y a un truc avec YouTube, il y a un crowdfunding, il me semble. Donc il y a un truc de passage de relais entre les générations qui est pas déconnant, qui est propre au Legacy Quell aussi, et qui est pas déconnant dans le sens où ça aurait pu tomber dans le versant réac de ouais, à l'époque on faisait des vrais trucs, maintenant vous faites de l'internet, c'est pas bien. Voilà, alors que bon, bref, mais du coup je trouve pas inintéressant, je trouve pas que ce soit un bon film. Son problème en fait c'est qu'il est too much, voilà, il veut faire Blair Witch puissance 1000, mais c'est ce qui me plaît un petit peu dans le divertissement, mais c'est son problème aussi, je le reconnais. C'est-à-dire que là où la scène de fin dans Blair Witch 1, elle dure 10 minutes, j'ai regardé ma montre au début de cette scène dans le 3 hier, elle dure 29 minutes. Dans le 3. Ouais, voilà. On fait durer le plaisir, on tire la corde. Voilà. Et bon, ok, c'est pas bien, mais bon, j'ai accepté de kiffer le ride. Voilà. Mais l'un des problèmes principaux de ce film, c'est sa mise en scène. Parce que là où dans le projet Blair Witch original, c'était Heather et un autre personnage dont j'ai oublié le nom qui tenait la caméra et qui la tenait à peu près correctement, là, il y a le système d'une espèce de GoPro en fait qui est accroché au niveau des oreilles des personnages. Et ce qui fait que quand ils marchent ou qu'ils courent, ça tremble dans tous les sens. En plus, les plans sont extrêmement cut. Je trouve ça absolument vomitif et insupportable. Si vous êtes épileptique, je pense que vous crevez au bout de 20 minutes. La scène finale, il y a des moments où on ne comprend rien tellement tout le monde court dans tous les sens, tellement en plus, enfin, déjà de base, c'est pas très très éclairé, ce qui est normal, vu la scène en question. Mais il y a des moments juste, je ne sais plus où on est, je ne comprends rien de ce qui se passe. C'est extrêmement pénible. En plus de ne pas raconter grand chose de neuf par rapport au premier film, je trouve que effectivement Blair Witch 2 c'est un très mauvais film pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais je trouve que le 3, donc celui sorti en 2016, est presque limite pire par rapport au fait que non seulement il ne tente rien, mais le peu qu'il tente, il le fait extrêmement mal, et avec ce système de filmage absolument dégueulasse, façon Michael Bay ravagé quoi. Alors qu'il y a un drone. Ils ont un drone, ils l'utilisent très mal. En plus. Oui, non, mais alors c'est mal fait, mais c'est un des premiers qui se dit comment ils filment les gamins aujourd'hui. Il se dit quand même ça. Et du coup, c'est un des vrai, et après, on va avoir une flopée de fun footage avec des faux vlogs, du live Twitch, voilà, et avec des GoPro, des drones, voilà. Et en fait, c'est un des premiers qui se pose la question. Comment les gamins d'aujourd'hui ils filmeraient Blair Witch, quoi. Mais en fait, l'idée en elle-même, elle est intéressante. Le fait de décupler les caméras, voilà. Mais comme tu dis, en fait, c'est mal fait. C'est mal fait parce que ça tremble dans tous les sens. Et surtout, en fait, le montage, il est ultra cut, ultra haché. Il y a très peu de plans qui durent plus de 3 secondes. Et au bout d'un moment, enfin, j'ai envie de shooter dans la télé, quoi. C'est insupportable. Oui, mais c'est tout ce qui me reste, Mathieu. Amélie, toi, comment tu l'as vécu, Amélie, toi, Blair Witch 3? Ah non, j'ai détesté, et en plus pour moi effectivement comme tu l'as dit Romain, ça franchit des trucs qu'il fallait pas. Alors déjà je trouve qu'il y a des trucs qui sont complètement absurdes, du style il y a des personnages qui disparaissent. Dans ce cas, comment on retrouve leur cassette? Bon, admettons que la sorcière elle récupère des cartes SD sur ses heures de temps libre. Elle a son petit MacBook à côté, pourquoi pas, elle a que ça à foutre. Mais surtout comme tu l'as dit, moi il y a un truc qu'il fallait absolument pas faire. En fait, c'est un anti-Blair Witch, c'est-à-dire que tout est over spectaculaire, il y a beaucoup de personnages, il y a des jump scares, mais toutes les 10 secondes, vraiment, c'est insupportable. On voit les créatures, et en plus, non mais vraiment, quand j'ai vu qu'on voyait les créatures, j'ai crié. Et il y a un autre truc qui m'énerve, et je sais plus ce que c'est. Ah oui, si, j'adore... Alors, il y a un truc que j'adore dans le cinéma, c'est les images subliminales. Genre, dans L'Exorciste, c'est les trucs qui me terrifient. Mais en fait, si à chaque fois que tu changes de plan, t'en mets une, ça n'a plus aucun intérêt, tu vois. Le but de l'image subliminale, c'est d'être surpris quand elle arrive, de te demander si t'as bien vu, si tu l'as pas vu, qu'elle te reste un peu sur la rétine et qu'elle te fasse flipper. Genre, vraiment, le visage de Pazuzu, moi, c'est un des pires trucs, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le regarder. Mais là, vraiment, à chaque fois, tu fais allez, c'est... Ah oui, et ben voilà, et ben on a vu un visage, là, dans les flammes. Ah bah oui, bah là. Et vraiment, je trouve que ça devient fainéant. Du coup, c'est un truc fainéant. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez voir un bon Blair Witch 3, voilà, je vais faire la pub, on diffuse à Envoûment Hunting Matthew Nichols, qui est un film canadien, qui ne renie absolument pas le fait que c'est un héritier de Blair Witch. Surtout, bizarrement, de Blair Witch 3, parce que ça a un peu la même
le même pitch de départ. C'est une sœur avec une équipe de documentaristes qui part à la recherche de son frère qui lui-même faisait des found footage avec son pote et qui un jour a disparu. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Sauf qu'il s'en éloigne très vite en faisant un documentaire Netflix. Ah. C'est-à-dire avec une esthétique de documentaire Netflix. Donc il y a cet héritage. Après, bon, ça va évoluer, mais il y a en fait le fait d'assumer l'héritage de Blair Witch, très bien d'ailleurs. Et il y a aussi un peu d'Evil Dead, il y a un peu de folk horror, il y a d'autres trucs, mais de le vendre sous une forme de documentaire au contraire très bien produit. Voilà, avec des plans drones, des inserts, les petits personnages qui s'installent en disant c'est bon, mon micro il est bien mis. Et du coup, je trouve que le mélange des deux fonctionne super bien. Donc voilà, si vous avez envie de voir un bon héritier de Blair Witch, n'hésitez pas à venir voir. Oui, mais c'est tout ce qui me reste, Amélie. Promis, Milly, je vais pas te larguer pendant la séance dont vous m'en promis. Merci bébé. Mais d'ailleurs, Nico, il y a un documentaire Blair Witch. Oui, on en a parlé au début. The Curse of Blair Witch, c'est ça. Mais non, on a dit que Romain en parlerait. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été réalisé par les deux. En fait, c'est la seule vraie suite entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment une suite, mais c'est l'autre œuvre des réalisateurs du projet Blair Witch qui fait partie de cet univers-là, donc The Curse of Blair Witch, qui est réalisé par Eduardo Sanchez et Dan Merrick. Vas-y, Romain, je te lance. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Moi, c'est le truc que j'ai rattrapé le plus tard possible. En fait, je savais pas ce que c'était. Je croyais que c'était un making-of de base, quand j'ai découvert que ça existait. Et en fait, quand tu vas sur Internet, tu vois que c'est sorti 3 semaines avant. Et je me dis, mais pourquoi ça sortirait 3 semaines avant Blair Witch, en fait, ce truc? Et quand j'ai capté que c'était un documentaire qui refait Blair Witch d'un point de vue justement documentaire avec tout ce qui va avec, interview, etc., j'ai pété mon crâne. En mode, coup de génie, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comment vendre le film, alors que c'est dur de vendre un film pareil, au final. Et ça m'a... j'ai beaucoup aimé. Il est moins trouvable, c'est trop dommage, que Blair Witch. Et il mériterait sa remise en avant. Que pour le coup, si vous voulez voir Blair Witch sous un autre angle, d'une manière différente, si le côté found footage pur vous rebute, Curse of Blair Witch, c'est cool. Et ça donne un peu une idée de ce qu'aurait pu être le film qu'ils avaient prévu un peu à la base, dans ce qu'ils appelaient, eux ils appelaient ça la phase 1 et phase 2. Phase 1 c'était le côté fun footage à filmer, et phase 2 le côté documentaire, faux documentaire. Et ça étoffe vraiment, en tout cas ça donne beaucoup de pistes et plus ou moins de réponses, on va dire, à l'univers, à ce qu'est la sorcière de Blair, à plein de choses qui sont un peu parsemées dans le found footage. Et en gros ça étoffe quand même pas mal l'univers, et c'est riche, et c'est très sympa à voir. C'est néanmoins, s'ils avaient été partis là-dessus, ça aurait été beaucoup moins passionnant. Je trouve que ça accroche beaucoup moins quand même que Blair Witch, mais c'est ultra intéressant à voir. Il y a aussi le jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années. Ah ouais, je savais même pas. Et ouais, qui est plus inspiré du film de Adam Wingard, malheureusement, du 3, où tu t'aventures dans la forêt en vue FPS. Il est dispo sur Switch. Avec une caméra. Et tu as un chien avec toi. Ce qui est un point de vue intéressant. Comment est-ce que les animaux pourraient survivre à Blair Witch? Je l'ai pas fini, mais j'en ai un bon souvenir. En tout cas, c'était un peu flippant. Par contre, tu revois la créature de Blair Witch 3. C'est très axé créature. Là où Blair Witch, du coup... oui, parce que c'était le jeu vidéo de Blair Witch, troisième du nom, en fait. Parce que comme il s'appelle Blair Witch tout court, comme tout bon Legacy sequel, il y a pas mal de gens qui ne savaient même pas que le film qu'il y avait un troisième film qui était sorti et qui du coup ont pris ce jeu vidéo pour un jeu vidéo sur Blair Witch d'une manière générale, quoi. Alors que c'est l'adaptation vidéoludique du 3, en fait. C'est ça. Mais de toute façon, autour du 3, il y a toujours un gros souci. Les gens pensent que c'est juste un remake du 1, tu vois. Enfin, c'est quelque chose qui s'est pas fait dans la tête des gens avec ce film. Déjà, de base... Parce que ça a le même titre. D'ailleurs, moi, ce que je note, c'est que Heather, quand elle chiale devant sa caméra, du coup, elle a dit au revoir à son père et sa mère, mais son frère, elle s'en battait. Pas encore né. Oui, il avait cassé les couilles juste avant, quoi. Mais non, il a 4 ans quand elle disparaît. Et elle l'aime pas. Mais il nous sort un frère comme ça, et moi, je me suis dit, mais elle l'aime pas, du coup. Elle l'a jamais mentionné. Peut-être qu'elle l'aime pas. On sait pas. Elle est partie disparaître en forêt pour échapper à son petit frère. D'ailleurs, le mec est super motivé pour la retrouver, hein, parce que quand commence en fait à se passer en fait les premières dingueries
dans Blair Witch, à savoir l'apparition des petits bâtons, le premier réflexe du frère, c'est de se dire oula, c'est trop bizarre. Viens, mais peut-être parce que rien à foutre quoi. Oula, des bâtons. On rentre à la voiture. Pour le coup, moi pour le coup, je trouve ça très logique. Bien sûr, oui. Parce que comme il sait que sa sœur, ça a commencé à tourner kazakh quand elle a commencé à avoir des stickman, il sait bien que ça sent pas bon quoi. Je trouve que la réaction elle est logique. Ouais, mais en fait non, parce que sa sœur, en fait, il va pas la retrouver dans sa voiture au parking. Si veut la retrouver, faut peut-être qu'il se passe des choses un peu bizarres dans la forêt s'il veut pouvoir espérer mettre la main dessus, tu vois. Ouais, écoutez, je pense qu'on peut arrêter là pour Blair Witch. Ça fait 2 heures de podcast quand même là. Putain merde. Et c'est toi qui montes. Bon courage. Et j'ai qu'une journée pour le faire. Et c'est super, j'adore. Mais n'oublie pas que c'est tout ce qui me reste. Nico, je te remercie d'être venu pour le podcast. Ce fut un plaisir. On se voit du coup du 6 au 11 mai à Lyon pour On vous ment. Il y aura tous les liens du festival dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à venir nous voir, hein. Ce sera avec plaisir. On a des stickers, on a enfin des stickers, plein de stickers. Parce que tout le monde veut des stickers, on sait que Jumpscare c'est une usine de stickers. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que c'est le film d'Amélie la semaine prochaine ? Ou c'est la semaine d'après ? Je crois bien. Oui. Et c'est quoi ton film ? Attends, je vérifie. Alors j'ai décidé... Je viens de le voir sur grand écran en plus, ce qui est une grande chance parce que je l'ai vu aux Alus, mais j'avais décidé du film avant les Alus. Je me suis dit qu'on n'avait jamais fait de film d'animation, donc j'ai décidé qu'on allait parler de Vampire Hunter D Bloodlust. Pur choix. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Salut.